I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bim! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir tout le monde, moi c'est Simon et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de The Cinema Show. Alors ce soir, émission un peu spéciale puisqu'on est de retour avec notre concept cinéphilique. Alors après Jean-Baptiste Durand, le réalisateur, le césarisé avec Chien de la Casse, après Samir Hamad, le rappeur, on accueille la réalisatrice et scénariste Emma Benestan, auteure la semaine dernière d'Animal. On va tout de suite la découvrir, même si je suis un peu claqué et que j'aimerais bien me reposer, mais c'est pas grave. Bonsoir Emma Benestan. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, est-ce que vous êtes contente de participer à ce nouveau numéro de Cinéphilique avec nous? Bah oui, parce que ça a l'air effectivement très pointu et hyper organisé. Donc, C'est hyper organisé, après ça. Pointu, on verra, plus ou moins. Mais j'ai affaire à des vrais cinéphiles en tout cas. Oui, Ça, c'est quand intéressant. on a des bons films et des beaux films comme les vôtres, franchement, on fait C'est l'effort gentil. aussi. Comme j'aime bien les liens, Ouais. c'est assez marrant. Vous succédez du coup, vous succédez à cette place à Jean-Baptiste Oh là Durand. là, vais-je être Ouais. à la hauteur? Ouais, mais je sais que vous serez à la hauteur, mais c'était marrant quand même que vous Bien soyez, sûr. que c'était lui le précédent invité dans Cinéphilique. Là maintenant, c'est vous avez travaillé avec lui sur Chien de la Chien de Casse, la vous Casse, le connaissez très bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience sur Chien de la Casse? Bah surtout plus que Chien de la Casse, je pense que c'est JB en tant que cinéaste. Je trouve que, en fait, chaque film il me surprend et chaque fois je suis épatée par son travail, par la façon dont il. Voilà, on a effectivement retravaillé le scénario ensemble à une étape avant le tournage et tout ça, mais c'est vrai que de voir le film et de voir là où il a mené son histoire, je trouve ça toujours assez épatant. Et JB, après, c'est aussi un acteur, c'est quelqu'un qui est hyper généreux avec ses collaborateurs et quelqu'un qui, comme là, vous êtes en collectif, ouvre vraiment les films et l'expérience du tournage et de l'écriture à quelque chose de très collectif. Du coup, c'est ça qui me reste, c'est cette expérience de collectif. Mais je pourrais en parler pendant des heures de JB, donc... Ouais, mais c'est super cool, c'est super cool. Mais je suis tellement un bon acteur, on n'y croit pas. Mais il est en train de m'appeler. Ah bon? Vraiment. Il est en train de m'appeler. Jean-Baptiste Durand, il est en train de m'appeler là, maintenant. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste Durand? Allô? Ouais, Jean-Baptiste, ça va? Mais c'est hyper marrant parce que là, je suis avec Emma Benestan et on parlait de toi. Quelle coïncidence. Ouais, tu sais, elle fait Cinéphilique, ce que tu avais fait avant. Est-ce que tu n'aurais pas une question à lui poser que tu n'as jamais osé lui demander ou un truc comme ça? Ouais? Je joue toujours bien ou pas? Ouais. Attends, on se met en FaceTime alors. Comme ça, comme ça, elle te voit. Allez, voilà, elle te voit. Hop, j'active le FaceTime. Hop, tiens, je te le passe. Salut Emma, alors on m'a demandé de te poser une question. Donc, on se connaît assez bien, on est amis, mais il y en a une que je t'ai jamais demandé. C'est si tu avais tout illimité, casting, budget, équipe, décor, quel est le film que tu rêverais de faire par-dessus tout? Ah ouais. Je dis. Merci JB, à plus. C'est pas une photo. Du coup, Alors, bonne question. Hein. Waouh, j'ai envie de lui poser à lui du coup. Qu'est-ce que je ferais si j'avais budget illimité C'est une grande question. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs ou actrices de tes rêves avec qui tu aimerais collaborer? Et ben alors c'est bizarre parce qu'il y en a à la fois plein, mais moi je suis très... s'il y en a un avec qui je rêve, et alors tout le monde à chaque fois que je le dis me dit ah bon,
alors que c'est un très très grand acteur, c'est Daniel Auteuil. Mais en fait, moi, je suis génération Manon Dessources. Pour moi, ça restera Hugolin, ça reste quelqu'un qui a tourné dans les films de Sauté, ça reste un incroyable acteur. À chaque fois que je le vois, je me dis « Waouh, il est dingue !» Mais c'est pas forcément un acteur de ma génération, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a fait partie de ma cinéphilie assez jeune, quoi. Donc ça, et après, moi, en fait, les acteurs, c'est surtout les rencontres. Je veux dire, Raphaël qui joue dans le film de JB, c'était une rencontre alors qu'il n'était pas encore Raphaël Quénard. Ou là, il y a aussi... En fait, je crois que je tombe amoureuse de... pas tant des acteurs dans ce qu'ils ont déjà construit, mais plutôt d'une personne qui va me challenger, me donner un nouveau regard dans le scénario. Du coup, quand je suis un scénario et que j'ai un acteur qui a du répondant, je suis hyper... je suis assez accrochée, alors que je peux avoir... je sais pas, un Brad Pitt devant moi, s'il me dit pas quelque chose, je vais pas être... Enfin, j'ai vraiment des acteurs collaborateurs, quoi. Donc ça me plaît. Mais illimité, en fait, j'étais dégoûtée parce que dernièrement, j'ai eu une manageuse américaine après mon film et je lui disais, en rigolant, je rencontrais les producteurs américains et je disais... Voilà, moi j'ai un rêve, c'est de faire le remake de Buffy contre les vampires avec Zendaya. Donc c'est vraiment le gros truc. Hein. Mais je me dis, allez, franchement j'y vais, quoi. Je dis ce que je... Enfin, pourquoi pas, je balance l'idée au producteur. Et là, j'ai la manageuse qui m'appelle il y a 2 semaines et qui me dit, en fait, Emma, il va y avoir effectivement un remake de Buffy, mais c'est donc une nouvelle série. Et alors, devine quoi, c'est Chloé Zhao qui la réalise. Et je suis tombée complètement de ma chaise parce que pour moi, Chloé Zhao, c'était une grande inspiration de The Rider. Moi, j'avais adoré son premier long métrage. Et je me dis, c'est marrant, cette femme qui a fait Nomadland. Enfin, dans sa cinéphilie, on se dit pas, c'est Buffy contre les vampires et en fait, elle est huge fan of Buffy comme moi. Du coup, là, si j'avais budget limité ou quoi, je crois que je ferais vraiment ce remake... réécrire complètement une autre... Mais, parce que je suis assez fan, je suis complètement fan, on va dire, de Buffy. Et j'aimerais bien qu'il y ait une héroïne comme ça, maintenant, pour les jeunes et aussi les gens de ma génération. Mais de réinventer le genre avec Buffy, avec une nana comme Zendaya, parce que Buffy manque de diversité, comme toutes les séries américaines de l'époque, malheureusement. Et du coup, ça me plairait beaucoup. Je crois que j'aurais Zendaya... J'aurais peut-être Timothée Chalamet en vampire. Ah, gros cast. Mais après, on avait dit limité, t'as le droit. Alors, j'ai limité, hein. Alors, Daniel Auteuil ferait peut-être un vieux vampire français qu'on croiserait un peu comme dans Entretien avec un vampire. Tu vois, je pourrais inventer un truc à des... Non, mais Moi, je paye pour voir Zendaya et Daniel Auteuil dans le même film. Ce serait énorme. Zendaya et Daniel Auteuil, ce serait énorme. Ben ouais. Mais voilà, je pense que je ferais... Non, là, si on m'interroge tout de suite, c'est vrai que je ferais ça. J'aurais envie d'un... Mais là, on m'a proposé dernièrement un film d'aventure, un gros film KPDP, et je crois que je vais y aller. Je crois que c'est ça qui me donne envie. Mais du coup, en France ou... En France. Okay. Donc après, il faut que ça se fasse, etc. Mais en écriture, je pense que j'ai envie d'aller quand même... après, j'ai d'autres projets, mais vers des récits très romanesques ou des choses... je crois qu'on rêve aussi... en plus, en tant que femme, on n'a pas encore beaucoup de femmes qui ont accès à des budgets assez conséquents dans le cinéma, on va dire, de grosses productions. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire des cascades, faire des scènes énormes avec des scènes de duel à l'épée. Enfin, en fait, des choses un peu qu'on a connues gamin, quoi. Moi, je regardais Princess Bride avec mon père, que j'adorais, qui est un film de Rob Reiner d'il y a longtemps, avec beaucoup de KPDP. Donc, c'est ça qui me donnera envie, je pense. Hyper partant pour voir tout ça. Et t'inquiète, Chloé Zhao, elle va peut-être pas prendre Zendaya, donc tu auras toujours l'occasion de le refaire plus tard. Ouais, peut-être. Je suis sûre qu'elle va demander à Zendaya, je sais pas pourquoi. On va parier. Bon, ok, c'est cool. Là, on a déjà commencé à te connaître, à connaître tes goûts en matière de ciné. Mais avant d'en connaître encore plus, on va aussi essayer de nous concentrer sur toi, sur ce que tu as fait aussi avant en tant que cinéaste. Et donc, tu vas pouvoir découvrir notre petite valise magique. Je me souviens de tout et je n'ai que de merveilleux souvenirs. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ouvrez votre valise. De très grandes lunettes noires. Une trempe de vélo. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, ouais. Un bazooka. J'ai un permis pour ça. Bref, ils sont dans cette valise. Quoi? Oh. Alors, Emma. Ouais. Ça, c'est notre valise magique. On l'a déjà testée sur Reda Kateb et tu verras qu'elle change vraiment au fur et à mesure des personnes. D'accord. Il n'y a jamais la même chose dedans. Ok. Donc, le but, c'est que à l'intérieur de cette valise, quand tu la touches, elle va prendre ton contact et il y aura des événements, des objets liés à toi. Des objets à ta vivants. carrière. Non, pas forcément. Tu peux toucher, ça a bougé, c'est un serpent. Tu peux y trouver plein de choses. Le but, ça va être de piocher à chaque fois un objet et nous dire ce qui t'inspire. D'accord. Tu verras que parfois, c'est plus ou moins farfelu, les liens.
Ok. Donc si tu veux, on l'ouvre. Je te montre pour l'ouvrir. Tu peux ouvrir de ton côté. Tu as une petite gâchette là. Je sais pas si tu vas voir. Et tu la tires vers toi. Ah non, attends. Ah, toi, tu as le côté cassé, c'est pour ça. Attends. Ouais, celui-là, et dans l'autre sens. Ah ouais, oui, t'avais vraiment le côté cassé. Le petit côté... Alors, recule-toi, ne regarde pas. Je regarde pas. Voilà, okay. Ah, d'accord, c'est comme ça. Maintenant, tu peux piocher un objet sur le côté. On verra ce que tu pioches en premier. Hein. Bon, on a le temps de les faire. On va les faire, on commence par ça. Putain, la vie d'Adèle. Ouais. Alors, la vie d'Adèle, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est ton premier poste d'assistante Non, c'était du montage. Hein. On avait un contrat d'assistante, mais c'était clairement du montage. J'ai 24 ans, je sors de la Fémis, je travaille avec, pour moi, l'un des plus grands metteurs en scène vivants, qui a fait un film magnifique que j'avais adoré, qui s'appelait La Graine émulée, dont j'avais pleuré des nuits entières, et du coup, j'ai la chance de travailler avec lui. Et donc, c'est 6 mois de travail hyper intense, à monter des rushs interminables, puisqu'on avait plus de rushs que Microcosmos. On avait à peu près 900 heures de rush. Par séquence, il y avait 30 heures, voire 40. 2 caméras, voire 3. Donc c'est c'est fleuve quoi, c'est ça. Mais c'est une expérience qui m'a marquée parce que déjà la chance de travailler avec les rushs d'Adèle qui est incroyable, elle est juste à 100% tout le temps. Et surtout que ça m'a appris, j'ai aimé la façon dont il était très libre dans son casting avec les comédiens, autour des improvisations qu'il créait même sur le tournage pour garder de la spontanéité dans la scène. Et j'ai aimé sa direction d'acteur parce que même si des fois elle peut être critiquée sur des points, il y a des choses qui sont très fortes parce qu'il arrive à créer, vu que les prises sont longues, il arrive à créer quelque chose où l'acteur s'abandonne et est dans une forme presque de documentaire. Et du coup, il y a des choses qui naissent de ça qui sont absolument magnifiques. Et après, des fois, il y a un peu trop de prises, mais ça reste une super... en fait, si c'était à refaire, c'est une expérience qui m'a marquée pour tous les films que j'ai faits, quoi. Dans Fragile, on le sent beaucoup plus que dans peut-être Animal, mais dans Animal, il n'y a que des non-pros. C'est-à-dire que c'est la première fois, et je pense si j'avais pas vu Abdel travailler autant sur La vie d'Adèle que sur Mektoub, parce que je suis revenue sur Mektoub cette fois-ci en tant que chef monteuse, et il y avait que des gens qui étaient là pour la première fois, et je pense que ça m'a vraiment donné confiance. Ouais. Dans ce process. Ouais, et dans le process avec les acteurs, je pense de travailler beaucoup en amont. Ouais. Bon, La vie d'Adèle, on le montre un peu. C'était une grande expérience. Okay. Allez. C'est marrant, hein. Qu'est-ce que... Il y a un truc, c'est un peu gros, non? Ah, ouais. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ah, j'ai mis une radio. Ah ouais. Pourquoi une radio? Aucune idée. T'as pas fait de la radio? T'as pas fait une fiction radio? Ah si, Petite Sauvage, waouh! Je te connais mieux que toi, en fait. Ouais. Oui, d'accord, non, j'avais pas fait le lien. Non, mais c'est normal, on peut remonter loin. C'est vrai, Petite Sauvage radio, ouais, c'était une fiction radiophonique d'un scénario que j'avais écrit, que j'ai pas réalisé. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense c'est Fellini qui disait qu'il avait toujours le scénario d'un film qu'il avait jamais pu faire et qui hantait ses autres films. Et moi, j'ai commencé en écrivant pendant 4 ans un film qui s'est jamais fait. Alors, j'ai abandonné l'écriture pour plein de raisons, mais au bout donc de 4 ans, j'avais plus envie de raconter exactement ce dont le scénario parlait. Et puis, on avait eu des déceptions avec mes producteurs sur certains financements. Et du coup, j'ai commencé à écrire Fragile en allant mais à l'inverse de ce scénario-là, en voulant faire une comédie légère, alors que ce scénario était plus dur. Mais j'ai quand même reçu un prix à Angers pendant la lecture du scénario, avant que je pense que j'allais jamais le faire. Et du coup, j'ai pu enregistrer à Radio France. Et ça, c'était une super belle expérience. Et c'est vrai que quelque part, c'est une chance parce que les scénarios... on va dire mornés, quoi, qui atteignent jamais l'espace vivant d'être un film, on les laisse, on n'en parle pas et tout. Et moi, j'ai réussi quand même sans le penser, sur le moment, je pensais vraiment que j'allais faire mon film, mais au moins, j'ai un objet qui existe et qui est un objet radiophonique, que j'ai pas réécouté depuis. Et on peut réécouter ou quelque part, on peut réécouter sur France Culture. Ouais. Okay. Sur France Culture. Et il y a beaucoup d'inspiration, c'est une histoire totalement différente, mais il y a la même arène que dans Animal, et je pense que là-dessus, ça m'a quand même beaucoup inspirée. Voilà. Ok, bon la radio, cool, incroyable. Cool. D'accord, donc je ne regarde pas, c'est hyper improbable. Une tasse de thé. Ouais, c'est une tasse en quoi? De Limoges, en porcelaine. Ouais, et la porcelaine, c'est comment?
C'est Fragile. Incroyable. J'adore, vous êtes fragile. Voilà, fragile comme une porcelaine. Alors ce film, cette expérience, moi quand je l'ai découvert, franchement, ça a été une claque. Je trouve que c'est ce que tu fais avec Animal aussi. Tu arrives à renouveler des codes qui ont été quand même pas mal utilisés. Et puis pour moi, c'était la première fois que je voyais Raphaël Quenard et une révélation. Ouais. Mais tous sont très bons, mais là, c'était incroyable. Ouais, en copain fou. Fragile, Fragile, c'était entre 2 confinements, on l'a tourné. Qu'en plus, on était en prépa pendant le confinement, en Zoom avec tous mes collaborateurs. Et ce qui était très drôle, c'est que on savait pas du tout si c'était pas la fin du monde. Mais du coup, on se réunissait toutes les semaines en se disant, bon, comme ça, on se fait. Et donc, je me rappelle, on était tous dans nos appartements. Moi, je faisais des journées avec mes colocs, de journées italiennes, journées grecques, où on se regardait un film grec ou italien, après on mangeait italien. Et en même temps, j'avais ces grands Zooms avec mon équipe, mais qui n'était pas là. Mais en même temps, on passait genre 3-4 heures à s'envoyer des références, à regarder des films. Mais vu qu'on n'avait que ça à faire, je garde un souvenir de ces confinements qui étaient à la fois terribles parce que voilà, c'était le Covid et il y a eu beaucoup de choses dures pendant ce moment-là. Et en même temps, d'avoir une envie très forte de collectif, quoi, et de même si on était très éloignés les uns les autres. Et on avait tous envie d'être fragiles à notre façon. Et quand on est sorti du confinement, du coup, 2 mois après, on tournait le film avec peu d'argent, enfin à peu près le même budget que Chien de la Casse, 1,4 million, 1,5 million. Mais on avait une telle envie de rire, de s'amuser. En fait, on sortait tous de 4 mois où on s'était dit, mais est-ce qu'on va revoir nos potes ? Et donc le film, je pense qu'il... ça transpire ça, quoi. En tout cas, moi, il a ça très fortement en moi quand je le vois. Et je me rappelle, à Mons, à un festival où... Enfin, quand on voit plein de fois son film en tant que réal, on n'a pas du tout envie de le revoir en salle, moi pas du tout. Et là, j'étais restée à Mons avec les acteurs parce qu'au début, on était tous ensemble, on s'est dit, bon, on regarde 5 minutes, ensuite on sort. Et en fait, on est resté, c'était dans un énorme cinéma, avec c'était vraiment grand l'écran. On est resté au premier rang et on se marrait comme si on regardait nos photos de vacances, quoi. Il y avait vraiment un truc de... Mais c'est vrai, mais Raph, t'as fait ça. Et puis il y avait Bilal qui faisait ah ouais, mais puis on se marrait. Enfin, alors que voilà, il y a des gens qui peuvent ne pas se marrer devant Fragile, mais il y a vraiment cette ambiance. Je trouve que c'était vraiment un film collectif, quoi. Film de vacances au final quand tu le revois. C'était très vacances. C'était très Après, il y avait beaucoup de stress, la météo et tout, mais ça reste un endroit quand on fait de la comédie aussi sur un plateau, on cherche l'humour, donc on cherche aussi cette espèce d'espace de la surprise, du plaisir. Non, c'était vraiment chouette. Trop cool. Ouais. Bon allez voir Fragile, la tasse en porcelaine et le film. Pour voir aussi Raphaël en copain fou. Ouais. Alors, un cadre. Oulala. Est-ce que tu peux la montrer peut-être voilà. Oulaya. Oulaya. Qui est ton actrice fétiche, en tout cas en 2 films, elle est là les 2 fois. 3, j'ai fait 3 films avec elle. Ah oui, c'est vrai, oui. En fait, son tout premier... Aussi, elle avait 16 ans, c'était son tout premier court-métrage. Elle a passé un casting, j'ai fait un casting. Et j'ai dit j'arrête, j'ai trouvé la personne. Donc comme quoi, des fois, on n'a pas... Enfin, on va pas... Voilà, elle avait 16 ans, moi j'en avais 24. Et c'était une évidence, quoi. Et elle est venue dans la région, donc d'abord... vers Carnon, Palavas-les-Flots pour faire Belle Gueule avec moi. Et on s'est très très bien entendu. C'est elle qui m'a proposé de venir dans l'association de sa sœur Mille Visages, là où j'ai rencontré ensuite Raphaël. Et c'est une actrice incroyable, quoi. Mais après, on s'est retrouvés sur Fragile et ensuite sur Animal. Moi, c'est une actrice, je peux pas trop décrire. Elle a de la grâce. Elle est très généreuse. Et elle bosse, quoi. Elle bosse beaucoup, elle se questionne. Et puis quand elle joue, c'est très, très vite juste, en fait. Moi, je sais que des fois, Ruben, sur Animal, il me disait, c'est déjà incroyable. Enfin, et lui-même, il trouvait que c'était une très, très grande actrice. Et mais c'est beau, les collaborations où, en fait, sans se le dire, on grandit, on vieillit ensemble. Et du coup, ça, on n'avait pas prévu. Moi, quand j'ai fait mon premier cours avec elle, je me suis pas dit, c'est mon actrice fétiche. En même temps, avec Fragile, j'avais déjà eu cette envie très forte qu'on reconnecte ensemble et qu'on fasse un autre film ensemble. Ça a été mon allié numéro 1. D'ailleurs, j'avais choisi Oulaya avant même de trouver le garçon Yacine. Donc, c'était vraiment... même si c'était le mec, le personnage principal, mais c'était elle qui finalement était vraiment, et puis qui était mon regard dans le film autour de ces garçons aussi, et de cette masculinité que je voulais solaire. Et après, le troisième, oui, quand j'ai commencé à écrire Animal, je ne voyais personne d'autre qu'elle, quoi, ça c'est sûr. Donc, et je pense qu'Oulaya, elle a vraiment une force et une fragilité à la fois qui est extrêmement
incroyable et en même temps... et je pense que c'est comme tous les grands acteurs, je crois qu'il y a une part de mystère, il nous échappe aussi. Moi, Oulaya, elle me surprend. Quand je disais JB me surprend, ça c'est... Oulaya aussi. Enfin, elle me surprend parce qu'à chaque fois, même il y a des fois où sur Animal, elle me disait « Viens, je te la fais de la manière dont je la sens ». Et du coup, c'était tout le temps des propositions intéressantes, quoi. Il y en a plein qu'on a gardées. Donc ça, c'est super. Trop cool. Ouais. Non, c'est une super rencontre. Je l'aime bien, celui-là. Alors, c'est un poème, c'est une lettre. C'est la lettre de Monte Cristo. Ah, c'est mon diplôme. Waouh. Comment on a chopé ça, nous? Waouh. Je sais même pas si je l'ai. C'est pas le tien. Tu peux le garder en souvenir maintenant, tu vois. C'était une copie, on a remixé le truc. Bien sûr, ça ressemble à... un diplôme officiel de montage. De la Fémis. De la Fémis, ouais. Donc, je sais pas si tu peux le montrer aussi. Ouais, c'est mon diplôme. Je suis sortie en 2012, diplômée de la Fémis. Qu'est-ce qui te reste de cette école? C'est quoi c'est un enseignement ultra privilégié. Hein. On est 6 par département. Donc, 6 en montage. On monte je sais pas combien de films dans l'année. En fait, ça reste une école où je suis sortie avec des bases énormes que j'aurais pas pu avoir en si peu de temps, je pense. Et aussi des gens que j'ai revus, etc. Après, ça reste une grande école avec ce que ça a de dur. Des fois, moi, j'avais 20 ans quand j'ai débarqué à la Fémis. J'étais dans les plus jeunes. On était 4 à avoir 20 ans. C'était pas facile de se faire une place, de montrer qu'on peut avoir des choses à dire. Et c'est quand même la lutte des classes. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans un certain niveau social. Et ça, c'était la découverte. Moi, je suis plutôt une bonne élève, mais je viens pas forcément d'un milieu du tout qui a de l'argent. Et je pense que j'ai toujours cru à égalité, liberté, fraternité. Ouais. Et quand je suis arrivée à la Fémis, je me suis dit « Ah ouais, c'est compliqué en fait, c'est pas forcément évident ». Donc je retiendrai ces 2 trucs-là. C'est à la fois un enseignement que je remercie parce que je pourrais jamais l'avoir ailleurs et j'ai appris énormément. Et en même temps, ça a été super dur de me rendre compte assez jeune qu'on n'a quand même pas tous les mêmes... on n'est pas tous avec les mêmes... chances au départ. Ouais, voilà. Et du coup, après, finalement, moi, j'ai dû travailler pendant toutes mes études, ce qui, en fait, était presque interdit à l'école à ce moment-là. Mais moi, j'avais pas le choix. Donc, du coup, je leur ai dit... Mais ça, par exemple, c'est un truc aberrant, quoi, qu'on se dise, on peut pas travailler. Du coup, en fait, finalement, on peut pas demander à nos parents de prendre des prêts chaque année. Mais du coup, j'ai travaillé toutes mes années d'études. Mais quand je suis sortie de là, du coup, j'ai eu ce boulot avec Abdelatif Kechiche. Et j'étais tellement heureuse parce que pour moi, même travailler le soir, 50 heures, en fait, c'était tellement important que je gagne de l'argent avec ma passion. Et ça m'a donné quand même la niaque, je pense, vraiment. Donc c'est qui tout double, quoi. On n'a pas tous les mêmes déterminismes sociaux, mais c'est pas forcément ce qui nous fait avancer le plus des fois. Donc en fait, on ne sait pas. Mais ça reste une grande école avec le côté lutte des classes, quoi. Ouais. Et ouais. Même si c'est une école incroyable au niveau de l'enseignement. J'imagine. Je pense qu'on imagine tous dans cette pièce. Je crois que c'est le dernier objet. Ouais. C'est bien, il va nous faire transition. Ah, Rikun. Ah ouais. Alors c'est surtout la vache. Voilà, et c'est pas le vrai, ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord, parce que j'étais là, c'est le temps qui court, non, d'accord. Que du faux. Et puis dessus, on voit sur cette pochette, on voit du coup des arènes. Ouais. Ton dernier film, Animal. C'est les arènes des Saintes. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de tourner ce film dans le milieu des raseurs? Ouais, c'est ça. On me pose souvent la question d'où ça part, mais un film, ça part de tellement de choses. Je pense que j'avais fait 2 documentaires en Camargue. J'avais très envie, à la fin de mon deuxième docu... Il y en a un, il s'appelait comment déjà? Il y avait Un monde sans bête et un autre, Prends garde à toi. Ouais. Et Prends garde à toi, c'est un docu-fiction. Et en fait, j'avais déjà basculé un peu vers la fiction et je m'étais dit « Ah, c'est bien parce que la fiction me permet de métaphoriser certaines problématiques que je ressens. » Et j'avais très envie d'aller encore plus dans la fiction en Camargue. Et donc, c'est le territoire d'abord. J'avais très envie de faire un film. À ce moment-là, j'étais directrice artistique sur une série de vampires pour Netflix où j'avais d'ailleurs ramené Oulaya pour qu'elle rencontre les réalisateurs et qu'elle a fait. Et je voyais tous ces films d'horreur et de genre. J'étais en Camargue et je me disais, mais la Camargue est extrêmement... il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Il y a un mystère, il y a un fantastique qui est là, en fait, avec les animaux et tout ça. Et j'avais quand même très envie de parler de corps, de rapport au corps traumatisé. Ça, c'était vraiment
au cœur du projet. Et donc, de tout ça est née cette envie d'histoire où j'ai tiré des liens. Mais au début, quand je pitchais le projet, même à mes propres amis, ils me disaient « mais c'est impossible à faire ». Enfin, ça semblait très très loin. Maintenant, on se dit « waouh, quel opportunisme, il y a le règne animal, il y a The Substance, les transformations et tout ». Mais en fait, c'est marrant parce qu'on est tous avec nos problématiques qui, en fait, finalement, sont très inconscientes et finissent par ressortir à plein de moments, dans des moments clés, c'est aussi normal. Mais à ce moment-là, il y avait très très peu de films de genre. Et c'était pas forcément évident de se dire qu'on allait pouvoir le financer et pouvoir le faire. Mais j'avais très très envie de tourner en Camargue à nouveau ce film-là et pas un autre, quoi. Bah, bientôt on a fait. Bon, on en reparlera un petit peu du coup autour de la table. La valise me donne toujours un dernier objet quand même qu'elle me transmet comme ça. C'est une place de cinéma. En l'occurrence, la place pour Animal. Ici. Génial. Toi, la salle de cinéma, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? C'est un endroit où tu vas souvent Ouais, c'est un endroit où... Alors, quand je fais un film, c'est pas évident d'y aller tout le temps parce qu'on est toujours aussi dans les salles. Donc, j'essaie plutôt de faire du plein air un peu pour sortir. Mais la salle de cinéma, c'est quand même un endroit absolu au niveau de... Enfin, on est plongé dans le noir, on a une histoire qu'on nous raconte et on est plein d'émotions. Il n'y a pas... C'est vrai que maintenant, on a tellement de choses, de contenu avec les plateformes, ce qui est à la fois génial, parce que moi, les séries et tout, il y a des trucs incroyables et il y a des choses qu'on peut voir. Mais le cinéma reste un moment, je trouve, d'expérience sensorielle privilégiée et ça reste pour moi, un endroit un peu magique, quoi. Vraiment magique. Un peu hors du temps. On oublie son téléphone, on regarde pas... Part si vraiment on n'aime pas le film, mais normalement on oublie tout et on se met dans une histoire. Il y a quelque chose d'assez... Et puis je pense qu'on nous a tous raconté des histoires quand on était petits et du coup il y a un truc très primitif, quoi. Bon bah merci à la valise et puis on va prolonger cette discussion autour de la table sur le cinéma. Super. Justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? Du coup, t'as réagi pendant le jingle. T'as retrouvé le film direct. Ah ouais, c'était évident. Mon premier film d'horreur, mon premier choc visuel et horrifique. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je l'ai revu il y a pas très longtemps et je l'ai trouvé toujours aussi dingue. Ouais. Vraiment, je pense que c'est assez un chef-d'œuvre et en même temps, ça parle de plein de choses qu'il y a aussi dans Animal, mais différemment. Ça parle d'abus, ça parle de rapports de pouvoir, de rapports homme-femme, ça parle du cri. Enfin voilà, il y a plein de choses. J'adore ce film. Scream donc de Wes Craven. Bon ben on est de retour autour de la table et là il y a Oksana qui est avec nous là. Salut Oksana. Salut. Ça va? Et bonjour du coup. T'es contente de nous retrouver? Bah bien sûr évidemment. Pour cette partie du coup entre cinéphiles. Alors en amont de l'émission, je t'ai demandé un top. Emma, est-ce que ça a été compliqué à faire? Je sais que c'est toujours très dur. Toi, est-ce que c'était plus simple? Je m'étais déjà fait un truc des 30 films, mais plus pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça il y a longtemps, donc du coup, j'ai recherché dans ces 30. Pour moi, c'est toujours difficile de faire un 1, 2, 3, parce qu'en fait, c'est mouvant. Ouais, ça dépend vraiment de nos périodes de vie, et après, ça dépend aussi de... Enfin, je trouve un peu de ce qu'on a envie de comme cinéma, quoi, actuellement. Je pourrais faire un top 10 de films d'horreur comme de drames romantiques très différents. Donc j'ai essayé de regarder un peu, mais en fait c'est surtout que quand j'ai vu le top 10, je me suis dit c'est un peu bizarre parce que tous les films sont un peu différents, mais en même temps, bon. C'est sympa aussi, ça montre ton côté hétéroclite dans tes goûts et tout, ça c'est super cool. Et ça se sent aussi même dans les 2 longs métrages en tout cas que t'as fait. Ouais. Alors on va commencer par ton top 5 et puis on les déclinera au fur et à mesure jusqu'au top 1 à la fin. Alors top 5, tu m'as proposé un film que personnellement moi je ne connaissais pas, j'avais jamais vu, donc je suis allé le découvrir aussi. Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Ouais, c'est quoi, c'est un de ses premiers films, non? Elle avait fait un premier long métrage qui était co-réalisé avec un autre réalisateur, donc ça c'est son tout premier film en tant que elle seulement réalisatrice, qui était produit à l'époque par James Cameron, qui était son mari, en 87, et pour lequel elle avait eu une nomination aux Oscars. Et c'est donc le premier film de Catherine Bigelow. C'est un film magnifique. Moi, c'est mon film préféré de vampire. J'adore les films de vampires. J'ai un peu une fascination pour ce genre-là. Et c'est surtout un film qui renverse le rapport homme-femme dans le film de vampire. C'est à la fois un western, un road movie,
un peu fantastique, un Mad Max, à un moment ça se transforme en Mad Max, en gros film d'action, et en même temps c'est un drame familial. En fait c'est un film qui est assez inclassable parce qu'il y a plein de genres à l'intérieur de ce film, et c'est un film de vampire un peu inclassable, voilà. Donc ouais, ça fait partie, et ça a été une de mes grandes références pour Animal, notamment sur l'hybridité des genres. Voilà. Bah, du coup, j'ai vu le film aussi en ayant connaissance du tien et du fait que tu m'avais dit aussi que ça avait pu t'influencer. C'est vrai que j'ai vu plein d'échos et qui revenaient et je me suis dit, waouh, le film était aussi en avance sur toutes ces hybridations qu'on a maintenant aussi pas mal au cinéma. Ouais, Catherine Bigelow, généralement, elle est très très en avance. Elle fait des films incroyables. Elle avait fait après Strange Days, qui est un film magnifique de science-fiction et qui présume un petit peu tout ce qui se passe maintenant avec l'IA ou avec les plongées dans d'autres mondes, quoi. Bien avant même Ready Player One, qui est un chef-d'œuvre pour moi de Spielberg. Donc Bigelow, elle est très 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 forte, et je trouve que la mise en scène est magnifique, et surtout le personnage féminin est très intéressant pour un personnage de vampire. Elle est à la fois hyper sensible et en même temps elle a une force de caractère, et c'est assez beau cet apprentissage de la mort qu'elle fait avec cet homme. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on voit rarement, avec sensibilité et en même temps avec beaucoup de finesse dans les films de Catherine Bigelow. Donc j'invite tout le monde à regarder ce film. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit un extrait du film. It almost feels like you're one of us now. Yeah, it does. So what does that make me? I ain't exactly sure. But it's good, right? I guess so, yeah. Do you miss the sun? It's been so long I can't really remember. How long? Spring. It was 4 years back. And I was in high school. And Homer said he was in 5th grade and he needed help with his homework. Little weasel. Do you miss the day? Day? I can see better at night. Il y a même des passages dans le film, je me souviens là, qui m'ont fait vraiment penser sur la lumière et tout. Est-ce que ça a été une influence aussi pour toi, pour Animal Ouais, moi c'est une influence que j'ai vraiment montrée à mon chef opérateur, notamment sur le clair-obscur. Ouais. C'est une nuit comme ça très noire où il y a juste un éclaircissement qui permet de voir une ombre ou qui permet de voir un personnage ou ses yeux qui brillent dans la nuit. Je pense que la nuit dans Near Dark est très réussie, et il y a un côté très beau dans le fantastique parce qu'elle utilise des fois des contre-plongées où je me rappelle un plan très beau où ils sortent comme de la nuit. En fait, il y a comme une fausse lumière. On les voit en contre-plongée, on les voit arriver dans la lumière, et ça nous crée comme s'ils étaient dans la lune, quoi. Et ça, c'est hyper beau. Moi, c'était une grande référence. Ruben, je pense qu'il aimait bien le film. Après, c'était pas forcément que ses références à lui là, sur la nuit, mais moi, c'était vraiment une grosse référence. Et je me permets juste aussi, parce que tu parles souvent du coup des films de vampires qui t'attirent beaucoup, mais c'est quoi là-dedans, en réalité, qui te prend ou qui te parle? Dans le vampire ? Ouais. Après, le vampire, il y a toute une métaphore, je trouve, sur le côté, dans toutes les relations, on a quelque chose de vampire. Quelqu'un nous prend une énergie. Comment on gère les énergies, comment on devient quelqu'un d'autre aussi. Il y a une idée de transformation là-dedans. Après, quand on voit Buffy, c'est vraiment, le vampire est pour le coup la métaphore du violeur. Clairement, et elle invite d'ailleurs toutes les femmes et hommes à prendre un pieu à la fin de la saison 7 et à dire vous pouvez aussi vous êtes tous des tueurs ou des tueuses en puissance, et ça c'est hyper beau. Donc, un truc sur la défense dans Buffy, sur la défense face à l'agression. Donc je pense qu'il y a plusieurs, mais après il y a plusieurs couches dans Near Dark. C'est pas forcément, ça a rien à voir avec le viol, mais ça a à voir avec une histoire d'amour qui en fait nous prend quelque chose pour nous amener à une autre vie. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très métaphysique dans le vampire. L'entretien avec un vampire, c'est le summum de ça, quoi, sur la relation à l'autre. Mais et qui, moi, en fait, je sais pas, me parle d'un rapport à l'autre que je trouve ça beau comme métaphore des fois.
de se dire tu revis. En fait, l'autre va te permettre de revivre, mais en même temps, il va falloir que tu abandonnes des choses. Et qu'est-ce que tu abandonnes ? Et puis l'idée, toujours de se dire est-ce que je suis obligée de tuer ? Est-ce que j'ai peur de devenir un monstre ? Je dois m'en sortir en devenant un monstre ? Je pense qu'il y a quand même des choses dans notre monde actuel entre la théorie de on est tous des loups l'un pour l'autre et on doit tous s'écraser. Et une autre partie qui est en fait, essayons de vivre tous en communion et en fait le collectif est important. Enfin, il y a ces espèces de combats qu'on peut avoir à plein d'âges différents dans nos vies et qui sont vachement métaphorisés par le film de genre et notamment par cette idée de communauté du vampire, tu vois. Ouais, je vois. Merci beaucoup. T'as d'autres films qui t'ont influencé aussi sur Animal. Tu m'as parlé de It Follows, de un film que tu as cité aussi tout à l'heure, Ginger Snaps. En quoi donc ces films-là t'ont aussi influencé pour Animal ? It Follows, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. On suit cette fille. Je pense qu'on a tous, j'en sais rien, mais après une première relation sexuelle, on peut se sentir perdu, homme comme femme, parce qu'il y a quelque chose qui nous a plu et pas plu. Enfin, c'est souvent raconté comme... Et d'ailleurs, dans Buffy, elle en fait quelque chose, puisqu'en fait, quand elle a sa relation avec Angel, il devient extrêmement violent, puisqu'elle réveille le vampire en lui. Du coup, il y a vraiment quelque chose sur la jeune fille et son espèce de prince charmant qui se retrouve avec un mec qui la rejette, qui est le truc un peu classique de espèce de peur... adolescente. Mais t'aurais dû me dire de voir toutes les saisons de Buffy en fait. Non, mais Buffy c'est pas mais c'est le top 1 de la série, c'est évident, et le top de tout en fait. Mais non, donc dans It Follows en fait elle-même, donc elle a une relation avec ce mec qui est en fait le lendemain est assez agressif puisqu'il l'a bâillonné, tout ça, il lui explique qu'il y a quelque chose qui va la suivre et ensuite à partir de là tout son monde bascule et je trouve qu'il y a quelque chose de super touchant sur cette fille qui d'un coup avec la perte finalement de sa virginité qu'on peut supposer a l'impression que d'un coup le monde est pas normal, que quelque chose la pourchasse. Ça peut être la métaphore du MST, du sida, mais aussi de quelque chose qui serait une agression typiquement, puisqu'en fait quand on se fait agresser, qu'on a un trauma, on a l'impression de se détacher de notre corps ou que le monde est différent. Et ce que je trouve très très beau dans It Follows, c'est comment elle s'en sort avec ses amis. Il y a un truc très beau sur le collectif qui est aussi dans Buffy où en fait souvent on s'en sort de tuer le monstre parce qu'on est tous ensemble et que on va partager le secret, on va pas mourir avec le secret en se disant je suis là, j'ai cette chose qui me suit ou j'ai cette peur d'être contaminé par quelque chose. Donc moi je trouve que c'est vraiment magnifique en mise en scène, quoi. Il y a des plans séquences de dingue, il y a une tension dès le départ. La scène finale dans la piscine dans It Follows, c'est complètement une référence à La Féline de Turner, mais d'une manière extrêmement belle. Donc, mais comme j'ai pas cité Morse, mais qui est un film magnifique aussi de vampire, qui parle de précarité, puisque c'est une gamine qui a pas grand chose et qui en fait finalement tue des gens dans la rue. Et en fait, c'est quand même, on a vraiment l'impression que le film parle d'une certaine lutte des classes en fait. Moi, ce que j'aime dans le cinéma et dans le cinéma de genre, c'est comment ça permet la métaphore de manière poétique de parler de sujets très forts, mais pas forcément avec la frontalité des fois des drames sociaux qui peuvent nous dire des choses, mais en fait on les a juste dites, on les a en information. Pas tout le temps, hein, bien évidemment, il y a des très très beaux drames sociaux, moi j'adore aussi ce genre, mais du coup le genre te permet de métaphoriser, de poétiser et de passer par les démons de Buffy, par qu'est-ce que c'est un vampire, par la perte de repère de cette fille dans It Follows ou dans Scream qui est quand même... c'est quand même son mec qui est le tueur et qui a tué lui-même sa mère. C'est un truc, c'est complètement psychanalytique comme truc. Ça permet de manière cathartique de parler de plein de rapports, pulsion de vie, pulsion de mort, et de parler de sujets de société en fait. Moi, je pense que le genre a toujours été un inconscient collectif, quoi, pour des sujets de société. Et c'est marrant parce que tu parles beaucoup de films de vampires du coup, mais moi quand je vois Animal, je pensais plutôt les transformations, je vois plutôt ça dans les films aussi de loup-garou. Ouais. C'est... Ah non, parce que dans les films de vampires, tu as des transformations tout le temps. Ils se contaminent dans entre Near Dark, eux, quoi. on oublie parce qu'en fait, si on a l'image du vampire qui existe déjà, alors que le loup-garou, finalement, il se transforme tout le temps. Alors que le vampire, quand il s'est transformé, il est tout le temps vampire. Mais dans Entretien avec un vampire, t'as quand même ce personnage de Kristen Dunst qui se transforme. Dans Near Dark, c'est la transformation de ce mec et l'apprentissage de la mort, parce qu'il doit apprendre à donner la mort et lui-même à mourir. T'as un film magnifique de Ferrara
je ne sais plus comment il s'appelle, en noir et blanc sur une vampire, c'est aussi une transformation. En fait, la transformation chez le vampire, elle est aussi au cœur de la cinéphilie, parce que justement, dès que tu te fais contaminer, il y a aussi ce truc de tu dois boire du sang pour devenir vampire, ou sinon il te contamine et après il t'embrasse. Enfin, il y a plusieurs règles du genre, on va dire, mais la contamination, elle... dans les phases, elle a les mêmes phases qu'un loup-garou, sauf qu'elle a une phase en one shot, alors que le loup-garou, il est toujours en train de se transformer et de renaître. Et là-dessus, Animal est plus proche du loup-garou, mais en vrai, c'est les mêmes symptômes dans le loup-garou. À peu près, en fait, il y a une vue qui devient on voit mieux, enfin, on sent des choses, on est très connecté avec les animaux, ou bien les animaux nous détestent, comme les chats dans Morse qui lui tombent dessus parce qu'ils sentent que c'est une vampire. Enfin voilà, il y a toujours les mêmes rapports à l'animal, à la nature, enfin différemment, mais c'est toujours les mêmes règles, quoi, à peu près. On va poursuivre ton top en 4e position. Alors, changement d'ambiance, hein, on n'est plus chez Catherine Bigelow, mais on est chez Ingmar Bergman avec Persona. Ouais. Persona, alors, qu'est-ce qui fait que ce film soit aussi haut dans ta cinéphilie ? C'est un film qui m'a extrêmement marqué. C'est un film complètement schizophrénique, Persona, mais c'est un film aussi avec 2 femmes hyper puissantes et hyper intéressantes dans leur trauma, je pense. Et moi, j'étais assez fan de Bergman. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'avais vu pas mal de Bergman et ça me plaisait beaucoup parce que il y avait toujours ces films étaient toujours, je trouve, très généreux. Persona, c'est vraiment un peu, pas un pas de côté, mais c'est quand même assez différent de toute sa cinéphilie. C'est beaucoup plus, on va dire, intello et très comme ça, un peu flou. Et en même temps, il y a une grâce poétique très très forte et c'est vraiment un choc visuel, quoi. Donc du coup... moi, j'ai vraiment eu un avant, un après Persona parce que j'en ai d'ailleurs toujours une impression. Je l'ai pas revu dernièrement. J'aimerais bien le revoir, mais avec l'envie aussi de garder ce que c'était pour moi. Cette sensation d'être avec cette femme, de s'interroger. J'ai encore le souvenir des cailloux dans l'eau, de elle, l'ombre, puis le noir et blanc est magnifique, quoi. L'ombre sur elle, puis l'autre femme. Enfin, je trouve qu'il y a finalement un truc que je trouve beaucoup moins... parce que par exemple, Hitchcock, maintenant, on le revoit avec quand on voit des témoignages sur le travail d'Hitchcock, qui apparemment était hyper tyrannique, a complètement martyrisé ses actrices et tout ça. On peut revoir certaines scènes des oiseaux, quand on sait les témoignages, on se fait waouh, c'est quand même waouh. Et je trouve que Persona a cette dimension Hitchcockienne, on va dire, de fascination pour des personnages féminins très doubles, mais avec beaucoup plus d'humanité, je trouve, que certains films d'Hitchcock. Voilà. On parle de personnages, et pour les personnages, il faut des acteurs, des actrices. Elle est nulle, cette transition. On a parlé pas mal de Oulaya Mamra qui est dans tes films. Je t'ai aussi demandé un petit peu tes acteurs et actrices préférés. Donc t'en as parlé un petit peu tout à l'heure de Daniel Auteuil. Aussi, ça fait partie de ton panthéon. J'avoue, complètement. Je sais, c'est vraiment ancienne peut-être, mais ça reste Hugolin dans Maman des sources, quoi. Non, mais c'est-à-dire que j'aimerais bien sortir aussi des gens mais quelqu'un qui me fascine, c'est vraiment Daniel Auteuil. À chaque fois que je le vois dans un film, je me dis, il est incroyable, quoi. Il est juste. Et ça restera Hugolin dans Manon des Sources, ça restera ce violoniste dans Un cœur en hiver, enfin ça reste des films que j'ai adorés, quoi. Et même ces films récents, du coup, j'ai vu le fil qu'il a fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment bien, ouais, vraiment bien. Et je l'ai trouvé toujours touchant. Et tu l'as déjà rencontré, du coup Non, je pense que je vais lui faire une lettre un jour. J'ai une amie là qui a un projet, elle lui a proposé normalement de jouer dedans, et du coup j'attends de voir pour venir faire la régie personnelle pendant le tournage, quoi, et lui dire à quel point je suis admirative. Tu m'as aussi cité, alors là, dans un autre style américain, Robin Williams. Ouais. Alors ça, j'imagine que c'est aussi lié peut-être pas mal à l'enfance. Incroyable. Aussi. Bah ouais, après Robin Williams, c'est Hook, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, c'est Madame Doubtfire. C'est même un film, je sais plus comment il s'appelle, où il joue un médecin. Ouais, c'est un excellent comédien. Moi, j'ai pas grand chose à dire c'est comme Jim Carrey, c'est des acteurs que je trouve extrêmement touchants, parce que aussi ils vont vers la comédie, ce qui est pas évident. On a toujours cette espèce d'image de, quand on se dit des acteurs, c'est toujours des acteurs de drame, etc. Et je trouve que la comédie, c'est vraiment le plus dur, comme Steve Carell, quoi. J'adore Steve Carell aux États-Unis, mais
Et Robin Williams, pour moi, c'est un sans faute, quoi. C'est vraiment... Et les 3 acteurs que tu cites là, en plus, ont aussi fait un pas de côté et sont parfois allés dans le drame et ont pris des risques. Ouais, bien sûr. Robin Williams, je sais pas si tu l'as vu, Insomnia de Christopher Nolan, par exemple. Non. Tu l'as jamais vu? Je te le conseille aussi, où il joue un tueur, et il est face à Al Pacino aussi, donc il y a un chouette casting, et ouais, il y a des prises de risques aussi dans sa carrière. Mais tu sens qu'ils ont vraiment choisi... Et puis même, on pourrait se dire Madame Doubtfire, bon, le pitch, il habite tellement bien cette histoire de père qui veut pas perdre ses enfants, mais qui en même temps est complètement enfantin lui-même et gère pas du tout. Enfin, je trouve qu'il amène beaucoup d'humanité et de grandeur, quoi. Moi, à chaque fois que je vois... et puis après, c'est vrai que ça fait partie de l'enfance. Hook, c'était un film merveilleux, moi, que j'ai vu gamine. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai encore des fascinations des acteurs avec lesquels j'ai grandi quand j'étais petite, quoi. Les acteurs de maintenant, il y en a plein qui sont bien, mais j'ai pas de... t'as pas ce vécu-là, du coup, ouais, que je t'as pense. eu... En fait, je trouve qu'il y a des super acteurs dans la nouvelle génération, mais je n'ai pas de fascination, mais parce que je pense que moi, j'étais fascinée quand j'étais gamine. J'étais là, ce serait vraiment un truc de... Voilà, je pense que si je vois un jour Daniel Auteuil, je redeviens la gamine de 8 ans qui a regardé sur la 2 Manon des Sources, quoi. C'est... Voilà. Ce que je te propose, c'est de se mettre un petit extrait alors de Madame Doubtfire, vu qu'on en parle avec Robin Williams. Hello. Mrs. Hillard, I presume? Yes, I'm Miranda Hillard. Euphigenia Doubtfire. Oh, yes. Won't you please come in? Thank you, dear. And these must be the cherubs. Yes. This is Natalie. Oh, hello, Natalie. Are you wearing bug spray? Oh, Maddie. Oh, it's quite all right, dear. No offence taken. I was a little liberal with the atomizer. And at my age, dear, you know, it's like a good Stilton. Everything does have its old aroma. I admire that honesty, Natty. That's a noble quality. Never lose that, because it often disappears with age or entering politics. Look at that face. You remind me of Stuart Little, one of the most honourable creatures in all of literature. Do you know that book, Stuart Little? Yeah, it's one of my favourites. Oh, mine too. Maybe I could read it to you if I get the position. Oh, no, that would be wonderful. Really? And who is this strapping young lad? This is Chris. Hello, Christopher. Well, geez, you're big for a lady. You could play for the 49ers. Well, I was a fullback. But that's European football, dear. Soccer? Yes, you play soccer too? Yeah. Oh, isn't that amazing? Yes, I was captain of the women's team. We won 3 university championships. Oh, but that was decades ago. But I was more disciplined back then. I always put my studies ahead of my athletics. I'm sure you're the same way. I'm sure you've got all your homework done already. Well, not exactly. Really? Oh, that's a pity, because young men who don't do their studies often miss out on more amusing activities. Donc Madame Doubtfire, toi Oksana, en plus t'es comédienne, Robin Williams c'est un acteur qui t'a touché, qui t'a fasciné? Pareil, en fait j'ai grandi vraiment avec le 3/4 de ses films, et c'est vrai qu'il a cette chose dans le regard qui... je sais pas, en fait c'est l'un des acteurs qui fascine le plus, parce que t'as l'impression qu'il suffit d'un regard et tu entres dans son imaginaire, tellement il est généreux en fait. Et que ça soit des fois des drames, des comédies, je sais pas, j'ai l'impression que pour chaque personnage qu'il incarnait, c'est une référence dans ce qu'il fait, donc je comprends tout à fait l'amour pour cet acteur. Alors, vu qu'on est un petit peu dans la comédie avec lui, même si on a dit qu'il avait fait d'autres choses, parlons des films qui te font rire. Tu m'as cité Madame Doubtfire, mais il y en a d'autres. Tu m'as dit aussi Sister Act avec Whoopi Goldberg. Ouais. Ça aussi, c'est lié, moi aussi. En tout cas, j'essaye de voir un petit peu. Je pense que je sais pas si je suis plus vieux ou plus jeune que toi, mais on va pas dire les âges. Mais moi aussi, j'ai grandi avec Robin Williams et avec Whoopi Goldberg, et je pense que ça vient aussi de là, j'imagine, ouais. Sister Act. Ouais, Sister Act, oui, Sister Act, quoi. C'est... Ouais, je sais pas trop, j'ai pas les... Après, c'est vrai que... Non, mais en fait, quand on fait des films aussi, on se pose la question. Moi, il y a plein de films que j'aime maintenant, il y a d'autres films que... Mais c'est vrai qu'il y a des espèces de doudous comme ça.
Et aussi moi j'adore vraiment les grands films familiaux, que ce soit comédie ou avec des grands messages. Enfin, je trouve que j'ai eu de la chance, quand on était gamin, on avait Hook, on avait Madame Doubtfire, on avait Sister Act, qui peut se regarder encore maintenant avec la jeune génération. C'est vraiment des films qui vieillissent pas, en fait. Et c'est assez fou parce que je trouve que maintenant on en a quand même moins, c'est-à-dire on a plein de films, hein, mais pour les enfants ou plus jeunes, il y a beaucoup de dessins animés, beaucoup d'animations, et il y a moins de films avec des prise de vue réelle avec des personnages adultes mais qui s'adressent aux enfants. C'est comme s'il y avait du Cobu qui était de la grosse comédie d'un côté, et de l'autre, en fait, on va regarder Ratatouille ou tous les Pixar qui sont très beaux, moi j'aimerais bien batailler pour avoir plus de films, en tout cas de qualité, comme on avait avant sur... moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une cinéphilie qui s'est construite avec ces films un peu doudous que j'aimais revoir parce que ça me faisait à la fois beaucoup rire, en même temps ça me faisait pleurer, en même temps j'apprenais plein de choses. Parce que quand même, Sister Act, c'est une nana qui... en fait, se prostitue quand même avec un énorme proxénète et en fait va se retrouver avec toutes ses nonnes et va apprendre la dignité de soi, et en même temps elle va leur apprendre aussi le lâcher prise. Donc c'est vraiment une collaboration assez détonnante. Et comme Hook, qui doit réapprendre à ce que c'est être père, c'est merveilleux. Donc c'est un truc qui répare en fait la relation père-fils qui est difficile en Hook. Il y a beaucoup de messages en fait derrière ces apparents gros systèmes hollywoodiens, et je trouve que de plus en plus ça se perd. Après j'ai pas envie de faire la vieille. C'était mieux avant. Non, non, mais c'est pas que c'était mieux avant. C'est en tout cas que j'ai beaucoup aimé ces films-là, et j'ai adoré. Et c'est pour ça que dans mes films doudou, il y a La Boum, par exemple, que j'adore, que je peux me remater chaque année, quoi. Mais voilà, je peux regarder Scream et La Boum, et pour moi, c'est d'autres sensations, mais ça fait appel à la même envie cinéphile, quoi. Je crois qu'il y a une scène que tu apprécies particulièrement dans La Boum. Ouais. Culte, qui te fait rire à chaque fois, tu m'as dit. C'est la scène Vicky et Pénélope. Bon, on se la regarde, on se l'écoute tout de suite. C'est vraiment... Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon survêt. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, nous auraient déjà invités. Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, alors tu penses? Ils sont derrière nous. T'es sûr? Je te le dis. Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis. Je ralentis davantage, je m'arrête. Mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie. Hé, Vic, Pénélope. Oh, attendez-nous. Ça va? Ouais. Il est chouette ton survêt. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose ce samedi soir? Pourquoi? Je fais une boum, vous pouvez venir? C'est à quelle heure? De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Oh ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu veux y aller, toi? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein. Ok. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut. Salut. Ça va être génial! Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson? C'est pas fier, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super sympa. Vachement mignon. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à me mettre. Je pense qu'on pourra en faire une parodie de cette scène. Mais moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est vraiment le principe de comédie on est en train de dire « Oh là là, il faudrait trop qu'il se passe ça. » Et puis en fait, quand il y a quelqu'un qui nous propose, on fait « Ouais, je sais pas, peut-être. » Et puis en fait, dès qu'il se tourne le dos, c'est « Non, machin. » Et après « j'ai rien à me mettre. » C'est vraiment c'est l'adolescence, mais... Too much, les curseurs à fond. Ouais. Exactement. Mais il y a un truc en même temps ultra touchant, et qu'on a tous fait, quoi. Faire semblant de « Ouais, ok, super. » Et en fait, se dire à l'intérieur « Mais oui, c'est gagné. » C'est vraiment un principe très humain, quoi. Je trouve ça très touchant. C'est ce que je me suis fait quand t'as accepté de venir dans l'émission. J'étais genre... Non, je rigole. Je t'ai dit clairement qu'on était content que tu viennes. Ok, c'est cool. La Boum, du coup, film culte, là aussi. Oksana, tu l'as vu, toi? Alors oui, mais c'est pas un film que j'ai mis dans ma bibliothèque imaginaire. Là, je redécouvre. Il y a plein de films comme ça qu'il faut redécouvrir après en étant adulte parce qu'on oublie trop. Ouais, mais après, celui-là, je trouve qu'il est particulièrement touchant peut-être quand tu le vois aussi jeune. Il faut le voir jeune, je pense. Ouais. C'est comme quand tu vois Podane plus tard et que tu comprends pas les gens qui sont à fond Podane, tu vois, c'est... Comme toi. Et après, exactement, je suis team Podane. Mais après, La Boum...
Il y avait un sketch des Inconnus où ils reprenaient Sophie Marceau qui est extrêmement drôle, où ils en font des caisses et tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de le parodier aussi, mais il y a une écriture quand même très touchante sur l'adolescence, tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup parce qu'il y a, en même temps qu'il y a le divorce de ses parents, elle tombe amoureuse pour la première fois. Du coup, il y a un truc comme ça dans le scénario qui est vraiment fort parce qu'elle doit aussi apprendre que c'est ça, finalement, le désir. Et à la fin, ça nous le dit clairement, le désir, il passe toujours à quelqu'un d'autre et c'est ça la vie aussi, il faut l'accepter. Du coup, il y a un truc pas du tout réac dans La Boum qui est assez fort, je trouve, assez libre sur le désir et j'aime bien. Et tu parlais de films familial que tu trouvais qu'il y en avait peut-être un petit peu moins. Toi, ça te tenterait pas aussi de faire un film de beaucoup, ce style ? Mais après, c'est très exigeant parce que... Enfin, tous les films sont exigeants, mais c'est à la fois d'avoir quelque chose à raconter de fort, en même temps avec il faut essayer de toucher à la fois les adultes et les enfants. Et ça, je trouve que c'est pas évident du tout. Mais c'est un beau pari, j'aimerais bien. Bon. Ah bah, à suivre là aussi, on te rajoute plein de projets là en fait que tu devais déjà avoir en toi, mais là on les renote. Buffy, film familial, film d'aventure. Buffy, je pense que c'est mort, mais je le dis encore comme ça, comme une bouteille à la mer avec Zendaya. Ils nous écoutent, les Américains, je te dis. Ce serait pas mal. Ils vont te rappeler. Ce que je vous propose même, c'est de faire une première pause en musique. Je t'avais demandé un choix musical. Alors, je suis allé sur Lucky Love, puisque son album vient de sortir, et le titre Masculinity. Pourquoi ce choix-là, du coup J'adore ce morceau, je l'écoute tout le temps en ce moment. Après, peut-être parce que c'est des interrogations que j'ai sur les nouvelles représentations des hommes, des femmes actuellement, et je trouve que la chanson, elle est super forte parce que tu la sens hyper sincère et hyper intime. Et je sais pas, j'aime le sentiment de la chanson. Bon, on part sur Masculinity de Lucky Love et on se retrouve juste après. Words I can't remember. It keeps coming on and on. They keep beating on and on my face. If they keep telling I'm a liar, babe, it's not my fault. I built these layers. I can't mute myself. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Who gave you the right to run the rules? Who gave you the right to run the rules? What's wrong with you? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, my flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My mascara's not sharp enough, and my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound like the other? Do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough?
retour dans The Cinema Show avec cet épisode cinéphilique avec Emma Benestan qui a réalisé le film Animal notamment, qui est en salle, toujours en salle. Allez, foncez le découvrir. On parlait des films qui te faisaient rire aussi, des films d'enfance. T'as noté un film que moi j'adore, c'est Full Monty. Ouais. Moi, c'est un de mes films, mes favoris. Qu'est-ce qui te chauffe dans ce film? Qu'est-ce qui te plaît, toi? Tout. Alors déjà, j'adore les films anglais sociaux parce qu'il y a à chaque fois beaucoup d'humour. Même quand ils font de la comédie romantique, par exemple 4 mariages et un enterrement, il y a quelque chose d'assez trash à des moments, assez cru. Et dans The Full Monty, ça parle quand même de mecs au chômage, quoi, qui doivent se foutre à poil à la fin. Et je trouve que c'est super beau, cette métaphore de... En fait, quelle dignité il nous reste, mais la dignité, elle est là, en fait. Elle est dans le fait de pas baisser les bras, de pareil, créer un collectif. Il y en a quand même un qui est patron des mecs et qui finit par rejoindre leur collectif. Et quand on les voit se foutre à poil à la fin, on se dit, waouh, ils sont forts, ces hommes. Mais c'est vrai, et c'est là où Full Monty nous surprend parce que c'est un film qui interroge beaucoup de choses et qui parle d'un sujet social terrible, quoi. Quand on est d'un coup mis à la rue, qu'on n'a plus rien, voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en sort. Et c'est très très beau. Enfin, moi j'adore. Enfin, c'est tout ce que j'aime dans le grand cinéma, on va dire social et humour, quoi. C'est vraiment fort. From the 70s, it's Donna Summer with Hot Stuff. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans The Full Monty? Tout ce que tu as dit, clairement, je te rejoins. Et puis moi, c'était un film paradoxalement d'enfance aussi, que j'ai découvert jeune et je trouvais ça dingue. Ça me faisait rire. Et puis il y a le côté aussi même la danse et tout, c'est trop cool. Et le côté social, quand tu grandis, t'en as encore plus conscience après. Et complètement. Et la musique aussi, à la fois la musique, les chansons qui sont utilisées dans le film sont trop cool, mais même la musique originale, je trouve elle donne une telle ambiance au film. Moi je kiffe. Et t'as vu la série du coup ou pas du tout? Non. Il y a une série qui est sortie l'année dernière, je crois, sur Disney+. Voilà, et c'est 20 ans plus tard, du coup 30 ans plus tard. C'est sympa aussi. Il y a notamment il y a un épisode qui est assez cool puisqu'il fait bien référence au film et c'est assez drôle de voir ça 30 ans plus tard en fait. Donc si à l'occasion t'as envie de te lancer, t'as envie de te lancer dans la série Full Monty, ça va. C'est pas trop en mode genre 30 ans plus tard tu les sens tout vieux et tout. Il y a de ça, mais ça tient la route. Voilà. Ok. Full Monty, mais t'as parlé d'un autre film en plus juste avant Full Monty, en parlant de film anglais, c'est 4 mariages et un enterrement. Ouais. Et c'est ton top 3. Ton top 3, 4 mariages et un enterrement de Mike Newell. Ouais, la scène sous la pluie quand il lui dit est-ce que tu veux bien ne jamais te marier avec moi, je trouve ça incroyable. Pareil, c'est espèce de... J'aime bien les paradoxes, enfin voilà. Du côté, tu vas retrouver une dignité alors que t'es chômeur et que t'es pas bien en te foutant à poil. En fait, l'idée de la comédie romantique, c'est quand même on va se marier, on va s'engager, ça va être forever, ever. Et là, c'est veux-tu ne jamais te marier avec moi et ça va être ça l'engagement. En fait, je trouve qu'ils sont très très forts les Anglais là-dessus. D'ailleurs, ils ont fait les meilleures séries, je trouve. Pour les ados, Skin, c'était incroyable. Misfit, je trouvais ça génial. Donc 4 mariages d'enterrement, c'est sûr. Et je trouve que c'est quand même fort de...
Enfin, justement, ça parle de la vie. T'as ces 4 mariages qui rythment, mais en même temps, il se passe toujours des trucs. En même temps, c'est jamais des mariages où c'est genre, on se dit, waouh, c'est incroyable. Il y a toujours des histoires. Il y a ce personnage du sourd et muet qui intervient à la fin, qui est super beau. Il y a plein de personnages tout autour qui sont magnifiques. Il y a cette scène aussi où elle essaye une robe de mariée pour son propre mariage et elle lui raconte tous les mecs qu'elle a eus et il y en a presque une centaine et lui, il est là, il chavire. En fait, il y a que des scènes où t'attends pas à ça. C'est normalement dans les films, c'est vraiment, on est un peu pur. En fait, on se raconte pas nos histoires d'avant. En fait, et en fait, le film va dans tous les trucs. Mais ça, je trouve, c'est le cinéma anglais. Le cinéma anglais, il est très fort là-dessus. Ouais, voilà. Mais quand du coup, il déjoue toutes nos envies un petit peu fleur bleue, un petit peu, ouais, mais et du coup, ça devient hyper sincère et on se dit, bah, c'est ça, peut-être aimer quelqu'un, c'est l'aimer en sachant ce qu'il y a avant et c'est pas forcément vouloir le posséder, c'est pas forcément l'engagement, c'est pas vouloir dire vas-y, on se marie, on va se promettre qu'on va s'aimer. Viens, on ne se marie jamais parce qu'apparemment c'est compliqué après, mais on essaie de vivre le moment présent. C'est super beau, je trouve. Mais c'est pour ça que là tu dis que les meilleures séries sur les ados sont des séries anglaises. Ben moi j'ajouterais les meilleures comédies romantiques ever, c'est les comédies romantiques anglaises. Bah ouais. Par rapport en tout cas vrai. aux Américaines, je trouve que voilà, ils osent les Anglais, ce que les Américains n'oseraient pas. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Fuck. Right. We take yours. It only goes 40 miles an hour. What turn off? But not with the B359. It's the B359. Fuck it! Hello, Charles. There's a sort of greatness to your lateness. Thanks, it's not achieved without stuff. On parle de films là qui donnent le sourire. Je t'ai aussi demandé des films qui font peut-être l'inverse, qui te font pleurer, mais il y a quand même un film britannique là-dedans, c'est Moi Daniel Blake de Ken Loach. Ouais. Vraiment, je suis sortie de là, j'ai mis 10 minutes à m'en remettre, j'ai pleuré beaucoup. Et j'en ai encore un souvenir, j'ai le souvenir de elle ouvrant une boîte de conserve et mangeant cette boîte de conserve parce qu'elle a rien à bouffer et qu'elle vient dans ce truc où on donne de la nourriture. J'ai un souvenir de cette femme qui va finir par se prostituer, hein, et c'est super fort. En fait, je trouve que Ken Loach est un des rares réalisateurs qui, je trouve, va jamais tomber dans le misérabilisme. Il y a beaucoup de dignité, un peu comme dans Full Monty aussi, c'est des sujets sociaux assez graves, mais il y a tellement d'humour, de tendresse. Mais Daniel Blake, c'était quand même une gifle énorme, quoi. Je pense que parce qu'on suit ce mec
la perte de tout, le fait qu'il vive dans la précarité, il est toujours drôle, il est assez cynique. Finalement, il se lie d'amitié avec cette femme. Il y a comme c'est comme un amour platonique et à la fin, moi je pense qu'on peut être que bouleversé. En tout cas, moi je suis sortie, j'avais vraiment, c'est une palme d'or pour moi ultra méritée. J'ai vraiment mis 10 minutes à m'en remettre et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça au cinéma où voilà, il y a des films qu'on fait pour faire rire, effectivement, des films qu'on fait pour, moi je disais toujours Fragile, si vous avez envie de manger des huîtres et tomber amoureuse, c'est que mon pari est gagné. Et moi, Daniel Blake, tu sens que c'est un geste politique extrêmement important à ce moment-là par rapport à l'Angleterre, par rapport à ce qu'elle fait au chômage sur les chômeurs. Et tu sens la puissance politique d'un geste de cinéma comme rarement tu le sens. Et ça, vraiment, moi, j'avais qu'une envie, c'était de signer des pétitions, de dire en fait, il faut pas qu'il existe cette loi. Enfin, en fait, c'est ça le pouvoir aussi du cinéma, c'est de nous faire rire et pleurer. Et puis il y a des films qui font avancer le monde, quoi. Et ça fait aussi avancer le monde de nous aider à des moments, des fois dans nos vies, par des rires et des... Mais ce truc-là, très fort du cinéma comme un coup de poing politique, ça, donne-moi Daniel Blake à fond. Voilà, il y a un autre film, mais on en reparlera un peu plus tard, puisque c'est ton top 1, voilà, je me le garde sous le coude. Mais quand on va pas bien, on essaye de aller mieux ensuite. Et il y a un film que tu as mis en film qui te fait aller bien, qui est Mes meilleurs amis. Ah ouais. De Paul Feig. Ah, ça, c'est un film petit récent. Mot sur ce film. Ouais, c'est un film plus récent. Ça, je pourrais le regarder chaque année avec mes copines. Surtout s'il y en a une qui est en dépression avec un chagrin d'amour. Tu regardes ce film. C'est hyper drôle, quoi. C'est vraiment hilarant. Oh, j'adore. Enfin, je sais pas. C'est produit par Judd Apatow, qui est quand même un maître de la comédie américaine. C'est sur une femme qui est témoin en fait du mariage de sa meilleure amie, mais en fait elle a aussi une autre ennemie qui est aussi témoin en même temps qu'elle, et du coup elle se tire la bourre les deux. Mais il y a des scènes, je trouve, juste sublimes, quoi. La scène du dîner chez le Brésilien, ça c'est sublime. Ouais, ça c'est assez, c'est le moment un peu horrible du film quand même. C'est le moment où tu t'en souviens mais t'as pas très envie de... Non, moi j'ai adoré la scène où elle fait le cupcake pour le mec, le policier dont elle est amoureuse, et surtout lui, elle a vraiment pas à gérer, elle a pas été très sympa, et du coup pour absolument faire en sorte de le reconquérir, elle passe devant lui en voiture et elle fait tous les trucs immoraux. Donc elle se met à moitié à poil, elle conduit n'importe comment, elle fume au volant et elle passe devant lui. Et lui, il fait style qu'il la voit pas parce qu'il a pas du tout envie de l'arrêter parce qu'elle le saoule vraiment. J'adore cette scène parce que je trouve ça vraiment génial. Comment quand elle passe en voiture, c'est pas radiophonique, mais voilà. Cette scène est juste magnifique, je trouve. Et c'est et puis il y a un troupe de, en fait moi ce que j'adore c'est le côté un peu encore collectif, genre troupe de nanas toutes différentes. Il y a ce personnage incroyable de nana avec tous ces chiens là, comment elle s'appelle, Melissa McCarthy. Exactement, Melissa McCarthy qui joue cette femme, mais incroyable, enfin hyper drôle et en même temps extrêmement elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'il faut pas faire, et elle se retrouve à Las Vegas tout ensemble, elles font n'importe quoi. C'est assez jouissif comme film, c'est vraiment... Mais encore une fois, en fait, même si c'est... Comment dire, on pourrait avoir l'impression que ça n'est qu'un film avec des copines qui s'amusent à se tirer la bourre. Je trouve qu'au fond, c'est quand même une fille qui rêve au départ de faire de la pâtisserie, qui finalement, suite à un chagrin amoureux, arrête tout, donc a une piètre image d'estime d'elle-même. Et en fait, à travers ces épisodes et surtout cette espèce de sororité avec ces femmes qui va se créer progressivement, elle reprend le pouvoir, et c'est assez ça que ça raconte, quoi. Et ça, c'est assez beau, je trouve. Tu l'as bien vendu, j'espère que moi, j'adore. Toutes celles et tous ceux qui l'ont pas vu... Je dis que je suis pas là. En fait, on se dit que c'est un film très féminin parce qu'il y a que des femmes, mais alors j'ai découvert que j'ai beaucoup de garçons autour de moi qui adorent ce film, dont vraiment 2 potes qui se le matent chaque année. Non, mais qui se le matent chaque année en mode, on se le mate comme notre petit moment, et je trouvais ça génial d'avoir justement un film qui paraît être le Bridget Jones, mais pas du tout en fait. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, t'as des plaisirs coupables? Parce que celui-là, il pourrait rentrer dans cette catégorie. Moi, je le mettrais jamais dans cette catégorie. J'ai pas de plaisir coupable perso, mais il y en a qui pourraient le considérer comme ça. Est-ce que toi, t'as des plaisirs coupables? Après, moi, je suis pas très... je suis un peu tout terrain, j'aime pas dire, mais j'ai pas de... Moi, j'adore regarder toutes les comédies, qu'elles soient... qu'elles donnent envie ou pas, qu'elles soient mauvaises ou pas. Parce que la comédie, c'est le genre, je trouve, le plus dur, vraiment.
Et je trouve ça remarquable, tous les gens qui s'essayent à ça, parce que c'est... Voilà, mais quand on arrive à faire rire, c'est voilà, un petit truc en plus. Je l'ai vu, j'ai pleuré 2 fois, je l'ai vu deux fois, alors que j'avais des amis qui me disaient « Ah non, t'allais voir ça ». Enfin, non, moi, je vais voir vraiment toutes les comédies et je trouve que c'est un succès hyper mérité pour ce film. Donc mais j'ai des plaisirs coupables plutôt dans les musiques, moi je pense, parce que je suis très variété française et je me suis rendu compte que mes films étaient chaque fois. Est-ce qu'on fera une émission musicale alors? Je crois qu'il y a moyen non, mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que chacun de mes films était lié à un morceau de Cabrel ou un album. C'est très drôle ça. J'ai écouté, il y a carrément un album qui s'appelle Fragile, on s'est rendu compte de ça. En montage avec ma monteuse qui adore cet album, dont certaines musiques que moi j'adore aussi dedans. Et quand j'ai fait Animal, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une chanson de Cabrel, Animal. Et moi, j'étais une grande fan de Cabrel quand j'étais petite. Mes parents écoutaient, donc j'écoutais beaucoup. Mais du coup, ça, c'est le truc... oui, c'est plaisir coupable. C'est le truc, oui, où peut-être... Mais j'ai pas de... Moi, j'ai pas de truc où je me dis « Oh, c'est franchement, je me sens coupable. » Enfin, je me sens pas bien de regarder. Je trouve qu'il y a plein de choses à regarder différemment. Eh ben, on va passer à ton top 2. La garçonnière de Billy Wilder, on remonte le temps cette fois-ci. Alors La garçonnière, pourquoi celui-là? Grande comédie. Magnifique, quoi. Après, c'est marrant d'expliquer à chaque fois, c'est bizarre. T'es pas obligé, si t'as pas envie de te Non, mais La lancer garçonnière, je veux bien, à chaque fois je les survends, j'ai l'impression que c'est genre, c'est ça le truc. Et puis après on voit le film, écoute, mes meilleurs amis, c'est pas tant la sororité que ça. Je peux tout quand j'aime, je peux tout vendre. Non, La garçonnière, déjà, c'est finalement le même principe que Yes Man, mais bien avant Yes Man, en fait. C'est 50 ans avant ou 40 ans avant. L'histoire d'un mec qui prête toujours sa garçonnière à son patron, jusqu'à ce qu'en fait, dans sa garçonnière, il y a une fille qui veuille se suicider, et en plus, c'est la fille dont il est amoureux. Donc, c'est très, très beau comme pitch. Et en fait, l'idée de ce garçon, c'est d'arriver à dire non. Et franchement, moi, il y a tout ce que Enfin, il y a un personnage qui est pas un personnage qu'on voit un peu, tu vois, qu'on peut voir aussi dans certains films de ces années-là, de mec qui réussit, qui a tout, qui machin, et puis une espèce d'interrogation sur ce que c'est. Non, c'est un mec qui est au service des autres, qui a plutôt un caractère hyper doux, hyper discret, mais que les gens ne voient pas et que les gens écrasent, et qui va devoir s'affirmer, et surtout s'affirmer parce qu'à un moment, ça atteint son intimité, puis ça atteint la personne qu'il aime en secret. Et en même temps, la fin n'est jamais un happy end, ils finissent pas ensemble vraiment. Il y a cette scène où il lui fait des spaghettis avec la raquette de tennis qui est juste sublime. Enfin, il essore les spaghettis avec une raquette. C'est juste incroyable. Et quand même, elle qui veut se suicider, il y a plein de trucs dramatiques, mais toujours avec beaucoup d'humour et de tendresse. Et au final, je trouve que c'est hyper avant-gardiste actuellement sur le masculin. C'est pas du tout un masculin en force. Ça parle et ça met au centre ce mec-là. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je voulais dans Fragile, c'était mettre au premier plan un homme qui est pas, c'est pas Richard Gere dans Pretty Woman. C'est pas le mec qui sort la carte bleue, qui est banqué, qui réussit tout, qui est hyper. Enfin, ce dont on a grandi en tant que femme, c'est d'être toujours dans le désir des hommes qui sont dans une espèce de réussite sociale et dans un confort matériel et dans un côté je sais tout. Et du coup, après, on se plaint maintenant du mansplaining, mais c'est à nous aussi de déconstruire notre désir pour ces hommes-là, qui fait quand même partie beaucoup de notre culture, en fait, malheureusement. Et je pense que ça passe par des films qui racontent comment un mec comme ça peut être désirable. Un mec qui n'est pas forcément quelqu'un qui va toujours en force avec le monde, avec toi-même. Et je trouve que c'est un super beau film. Très, très post-MeToo, il passe tous les... Pour moi, il passe vraiment... Il coche toutes les cases et tout. Ouais, parce qu'en fait, il raconte beaucoup de choses. Je t'avais demandé aussi des cinéastes qui te plaisent. Tu en as parlé déjà de Catherine Bigelow, même de Steven Spielberg rapidement, mais tu as aussi cité Douglas Sirk. Ouais. Douglas Sirk, il a réalisé ton top il arrive, 1. Ouais, Douglas Sirk qu'on connaît pas tant que ça, mais qui était quand même une grande inspiration pour Fassbinder, pour des gens comme ça, pour Ozon beaucoup aussi. Ouais. Ozon, on en a beaucoup parlé. Ah ouais, Douglas Sirk, il y a un avant et après Douglas Sirk dans ma vie. J'ai vu quand j'étais en CM2, j'ai 11 ans et demi, j'ai vu Imitation of Life, Le Mirage de la vie. Et c'est là où j'ai vraiment décidé, je sais que ça fait très mythe comme ça, mais vraiment, je me rappelle vraiment très bien. C'est là où j'ai décidé de faire du cinéma. Ou en tout cas, je me suis dit, je veux
appartenir à ça. Je veux faire des choses comme ça dans ma vie. Je savais pas exactement parce qu'on sait pas. C'est pas comme quand on dit on veut être infirmière ou médecin. On peut avoir des exemples autour de nous. On n'a rien Moi, je venais d'ici, d'un milieu plutôt populaire, début de classe moyenne. J'avais pas du tout de personne faisait du cinéma dans ma famille. C'était un gros mot, quoi. On se disait mais attends Emma, le cinéma ça va être compliqué. Et en même temps, j'ai vu ce film qui parle. Donc il y a ces quatre femmes très puissantes, dont 2 mères de famille qui sont amies et leurs 2 filles en fait, et dont une est noire et sa fille Sarah Jane est métisse mais ça se voit pas, elle paraît comme blanche et elle ment, elle dit qu'elle est pas noire et c'est pendant l'apartheid aux États-Unis. Et moi donc je suis franco-algérienne, mon père est algérien, ma mère est française et ce film m'a bouleversée parce que je pense qu'à 11 ans et demi il venait parler d'une guerre intrinsèque qui était entre la famille de ma mère, la famille de mon père, et beaucoup de racisme que je sentais à des moments, pas du tout dans ces familles, mais mon père à des moments quand on était petite, il disait bon, je vais pas prendre la voiture, on va se faire arrêter. Il y avait des tas de trucs qu'on faisait où il avait changé de prénom pour s'intégrer. Donc en fait, je pense qu'il y avait plein de choses qui me faisaient comprendre une sorte de honte liée à ça. Et en fait, d'un coup, ce film que je regarde, à 11 ans et demi avec mes frères et sœurs, parce que mon père était très cinéphile, du coup, il nous a montré plein de films comme ça, de vieux films et beaucoup de westerns. Et je regarde ce film et vraiment, je suis bouleversée par Sarah Jane et par la fameuse scène où elle n'arrive pas à lui dire maman, mais on la voit dire maman nous à la caméra quand sa mère part. C'est une scène bouleversante et je me revois pleurer énormément et me dire que enfin je me sens plus toute seule avec ces problématiques de honte, etc. Et m'être dit aussi, j'aurais pas honte. Je veux pas être comme Sarah Jane, en fait. Et je pense que ça a quand même guidé beaucoup ma vie. En tout cas, ma façon après de vouloir travailler sur mes origines, de vouloir travailler avec des jeunes issus de la diversité comme Léo Laya, comme je le suis et tout. Et je pense que c'est un film qui a compté... c'est mon film Enfin, c'est même pas une Madeleine, parce que je peux pas le revoir forcément beaucoup. J'ai dû le revoir 3 fois. Et je pense que quand je l'avais revu 10 ans après, je me suis dit, c'est un peu kitsch le début et tout. Et puis à la fin, j'étais quand même embarquée, j'étais en train de pleurer. Parce qu'il y a vraiment le côté poupée noire, poupée blanche. Enfin, c'est très, très schématique au départ du film. Et puis c'est un gros mélo. Donc c'est vraiment Douglas Sirk dans le côté mélodrame et tout ça. Mais ça reste un chef-d'œuvre pour moi. Et à Deauville, cette année, j'étais jury et on avait une liste de 50 films américains puisque c'était les 50e anniversaire du festival. Et on avait donc le choix de présenter. Donc, une carte blanche. Il y en a qui ont présenté Rocky, d'autres qui ont présenté Virgin Suicide, d'autres. Et moi, vraiment, celui que je voulais présenter, je disais, mais il y en a un, quoi. C'est même pas 2 choix ou 3 choix, c'est Imitation of Life. Et j'étais tellement contente de le présenter. Ah ouais, en tout cas, je te remercie parce que je pense que j'avais finalement jamais vu de Douglas Sirk et donc je l'ai découvert dans le cadre de l'émission et c'est vrai que ça m'a énormément touché aussi. J'ai été très, très surpris même sur le propos du film pour l'époque et tout. Non, c'était vraiment chouette. Alors, j'ai pas choisi la scène dont tu as parlé. Goodbye Mama. Ouais, j'en ai choisi une autre qui est un peu plus tôt dans le film, mais comme ça, vous découvrez un petit peu ce qu'est le miracle de la vie. Et c'est ton top 1. Le mirage de la vie. Ouais. Top 1 ton de top loin. 1. Ouais. Look, I've left the script with my secretary. Can you pick it up immediately? Yes. Yes, Mr. Loomis. Yes. He wants me to come right over and pick up a script. I'm to audition tomorrow. And you're going down there? Well, of course. Even after what happened last time? Oh, this has nothing to do with Loomis. I'm to audition for David Edwards. How do you know that? I know, I just know. All right, but do you know if he's going to be any different from Loomis? No, I don't. I don't want you to go. Do you know what you're asking? Don't you realize what this could mean to me? I'm not asking you not to go down there, Laura. I'm telling you. And what makes you think you have that right? Because I love you. Isn't that enough? No, Steve, I'm sorry. Good night. Laura, wait. I didn't mean to sound dictatorial or to try to run your life, but you have to understand how I feel. And what about me? What about the way I feel? Stop acting. I'm not acting. I want to achieve something. Something you'll never understand. What you're after isn't real. What you're after is just At least I'm after something. With a snapshot of a disgusting old man with a beer can on his belly. Is that your idea of achieving something? Is a beer can real? Going up and down and up and down. Well, I'm going up and up and up. And nobody's going to pull me down. Laura, listen, please. You know how hard I've been trying to do something with my pictures. It's meant everything to me, too.
Every minute, for a long time now. No, it hasn't. Or you wouldn't give it up to sell beer. I gave it up for something much better. Something right now. You. But you're asking me to give up something I wanted all my life, ever since I was a child. And I can't do it. If you grew up, you could. What do you mean? You're not a child anymore. And I might not be around to pick up the pieces this time. Good. I'd like it that way. Forever. Je voulais qu'on sente quand même le côté mélo qu'il y a dans ce top 1. Mais même là, en le revoyant, je me dis ça parle vraiment aussi d'une ambition d'une femme qui va tout abandonner pour sa carrière et qui a aussi cette grande envie d'être quelqu'un. Ça parle de puissance, en fait, vraiment. C'est hyper mais même là, encore une fois, sur ce propos-là, il est aussi très féministe. En avance. Ce film est très, très féministe. S'il y a un film qui te manque, que tu voudrais voir, mais que tu n'as toujours pas vu, ce serait lequel ? Est-ce qu'il y a un film où tu te dis « Ah, purée, j'ai pas vu ce classique-là » ou quoi ? Il y en a plein. J'ai fait une liste avec tous les amis qui me disent « Ah, ça c'est bien, ça c'est machin ». Après, moi, j'adore quand on me conseille. J'adore la Cinétech, par exemple, parce que je trouve que c'est un super site où tu vois les 50... tu vois la liste des 50 films préférés de quelqu'un. Moi, j'adore les films de Pierre Salvadori, et donc j'ai regardé la liste et j'ai découvert... je crois que c'est vraiment dans sa liste La fille de la 5e avenue, qui est un film merveilleux, une comédie américaine des années 40-50. Et tu trouves des pépites, en fait, en fonction des cinéastes que t'aimes beaucoup. Tu te dis, ah ouais, et en fait, tu vois les résonances dans leurs films, qui est des fois très lointaine et des fois très proche. J'ai regardé la liste de Toedano Nakash aussi, qui avait plein de choses hyper intéressantes et dont des films que j'avais jamais vus. Mais du coup, c'est plutôt là-dessus. J'ai pas l'idée d'un film, mais j'ai plutôt une envie de voir des films qu'on me conseille, qui sont liés à des cinéastes que j'aime bien. Alors, faut qu'on aille dessus, donc pour découvrir les listes des autres cinéastes. Ouais, c'est ça. Ouais. T'en as fait une, toi ? Non. J'espère qu'on va te le proposer. J'aimerais bien, j'adore la Cinétech. Bon, l'appel est lancé. Ouais, voilà. J'adore la Cinétech, je trouve que c'est incroyable. Après la découverte de ce top, vous vous dites sûrement « Ah non, c'est déjà fini. » Non, vous inquiétez pas, on a encore quelques surprises et on commence tout de suite avec le questionnaire hasardeux. Il m'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le simple fait du hasard. Non. Ce genre de choses étranges arrive tout le temps. Alors, le principe du questionnaire hasardeux, déjà, c'est que c'est très hasardeux. J'ai une liste de 100 œuvres cinématographiques. Oksana, tu as une liste de 100 personnalités liées au cinéma. J'ai pris des noms de toute origine, de tout horizon, de tout style, et toujours au hasard. Tu vas me dire, Emma, dans quelle liste tu veux piocher un numéro entre 1 et 100, et on va te dire la personnalité ou le nom du film. Et on te demande qu'est-ce que tu en penses, si tu l'as vu ou quoi. Tu veux commencer donc c'est quoi, c'est film ou personnalité ? Moi c'est film et je vais commencer par Oksana, personnalité. C'est personnalité. Alors 6. Manu Payet. Ah, très drôle, je l'ai rencontré à Deauville. Il est extrêmement drôle, mais je vais discuter avec lui à Deauville justement sur ses films, sa comédie romantique, L'amour c'est compliqué, vraiment, je le trouve hyper touchant, hyper drôle. Je trouve c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc très drôle, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ok, cool. C'était pas si hasardeux. Non, pas hasardeux. On n'a pas été payé avant pour qu'elle ait Manu Payet. Non, mais c'est un mec hyper intéressant. J'ai juste discuté avec lui, mais c'est hyper intéressant. On va s'en faire encore peut-être 5 comme ça. Tu veux piocher dans ma liste pour voir ? 88. 88, c'est un numéro de cœur ? Non, c'est ma année de naissance. Ça y est, j'avais dit qu'on dirait pas l'âge et pourtant. C'est vrai, 88, Zootopie, le film Disney. J'adore ce film. Ouais. Ah, j'adore ce film. J'ai dû le voir beaucoup de fois. J'ai dû le conseiller à tous les amis qui avaient des enfants. Bon, malheureusement, il fait assez peur quand même avec la panthère et tout. Mais ce film est incroyable. Sur justement la terreur, la diversité. Enfin, c'est une métaphore quand même de la diversité avec le mouton, le tigre, le prédateur en nous, la proie. Je trouve que c'est immense, Zootopie. Immense. Non, je suis assez fan de ce film. Vraiment. Tu vises bien pour le moment. Pour l'instant, c'est vraiment un coup de cœur. Zootopie, ça aurait pu être. C'est dans ma liste des 100, quoi. Tu vois. Ok. On repasse J'adore sur ce film. Aux personnalités. Allez. 19. Alors, Renée Zellweger, si je prononce bien. Ouais, Renée Zellweger, c'est Bridget Jones, bien évidemment.
Mais c'est aussi c'est aussi le super film avec Tom Cruise. Comment il s'appelle déjà Jerry Maguire. Ouais, Jerry Maguire. On se rappelle surtout aussi de Renée Zellweger. Zellweger. Je vais y arriver. Ouais, c'est une actrice très touchante. Je sais pas quoi. Enfin, oui, ça restera Bridget Jones. C'est quand même une ponte de la. Elle a hyper bien joué ce rôle-là. Et en plus, c'est une actrice qui change quand même beaucoup de visage, je trouve. Donc, et moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait joué dans Jerry Maguire. On fait une œuvre. 7. Parasite de Bong Joon-ho. Ouais, bah, une palme d'or ultra méritée. Ah, ça parle de lutte des classes à fond. J'adore. Et là, on est sur du 4 sur 4, ça. Ouais. Allez, on se fait une dernière personnalité et une dernière œuvre. 64. Alors, je vais mal le prononcer. C'est moi qui non, vais ça dire. va. C'est Louis C.K. Louis C.K. Personne problématique. On s'était dit hors émission, est-ce qu'il y a des personnalités problématiques Bah, Louis C.K., moi je connais pas tant bien son travail que ça. Je pense que celui qui m'en avait parlé, c'était Guillermo Guise, avec qui j'avais travaillé sur Fragile. Donc je ne pourrais pas dire grand-chose. Après, oui, il y a eu des problématiques autour de Louis C.K., mais j'ai pas creusé. Pas plus, non, du coup, c'est... On va le laisser entre parenthèses. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans. Moi, je suis passée à côté, en fait. Et ben une dernière œuvre. Allez. 82. 82. Alors, tu parlais de Tom Cruise dans Jerry Maguire. Collatéral de Michael Mann. Est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai vu, mais j'en ai pas un grand souvenir. Mais ça fait partie des listes dans la liste des films que je dois revoir. Eh bah, revois-le. Okay. Revois-le, c'est vraiment super. Génial. Je dis pas ça parce que c'est dans mon top 10. Bon, merci Emma de nous avoir répondu sur ce questionnaire hasardeux. Bon, c'est bien beau, hein, depuis tout à l'heure quand même, tu connais assez bien les films. Je trouve. Je fais des films, donc c'est quand même bien de connaître quand même d'autres films que les autres. Oui, non, mais tu les connais bien dans le détail, c'est ça que je veux dire. Pourtant je me rappelais plus du tout de la liste que je t'avais faite parce que j'étais vraiment en tournée et que j'ai mis du temps à te l'envoyer. Mais après, ça reste dans mes tops et ça reste. Oui, je sais pourquoi je les ai aimés, et je les aime encore. On va voir si tu les connais vraiment sur le bout des doigts. C'est parti pour le quiz. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Alors dans Cinéphilie, quand on fait un quiz, c'est la personnalité qui est invitée qui est seule face au quiz, qui répond face au quiz. Je suis très mauvaise en quiz. Non mais ça va le faire. Samir Hamad avait eu 13 points lors du premier épisode et Jean-Baptiste Durand en avait eu aussi 13. Et en sachant que tu peux aller jusqu'à 22 points. Ouais, je vais... Donc, il y a moyen de je suis pas du tout bien bonne les taper. Là-dedans. Le blind test, je suis jamais... Alors, quand il y aura des blind tests, tout ça, tu auras 2 chances. Tu pourras te tromper une première fois, mais il faudra que la deuxième réponse soit la bonne, sinon on passera à une question. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Dans quelle œuvre entend-on cette musique ? Peau d'âne. Elle l'a sorti après, elle a fait attendez, Peau d'âne. Premier point, bravo, j'adore. Bien joué. Peau d'âne. Musique de Michel Legrand. Ouais, Michel Legrand, En or ou en bois, alors on va te donner des infos qui sont soit vraies, soit fausses. Tu dois trouver si elles sont vraies ou fausses. Vrai ou faux, la trame d'origine du scénario de Johnny Guitar était centrée sur les personnages masculins. C'est la rivalité entre les 2 actrices principales qui a modifié le scénario. C'est un film, oui, que tu m'avais aussi cité, bien évidemment, tous les films c'est faux. Sont liés à toi. Pourtant c'est vrai. Oh non, la réelle rivalité entre Joan Crawford qui joue Vienna et Mercedes McCambridge qui joue Emma Small a fait prendre le tournant que l'on connaît aujourd'hui au film. Ah ouais, parce que je trouve le tournant incroyable. Moi je me disais il est en avance sur son temps, mais non. Et non, c'était lié à une vraie querelle. Ok. Prochaine question. Ouais. Est-ce que La Mouche de Cronenberg est un remake ? Non. Et c'était pourtant vrai. Ah putain. C'est d'un classique de science-fiction qui s'intitule La Mouche Noire. Trop naïve. Attends, tu vas pouvoir te rattraper. Ça c'était pas évident quand même. Non, c'était plus dur. Bon, on fera une petite pensée au réalisateur Kurt Neumann. Je savais pas que c'était un remake. Waouh. De 85.
58. Non, 58 Non, l'original. super, pardon. j'ai vraiment très parce mal que lu. 85 ça aurait été très proche Oui, de la ça aurait mouche. été très proche. En plus, j'ai lu, mais je crois que j'ai inversé le 5 Ah et oui, le 8. t'as fait, c'est moi ça. aussi je C'est fais de la ça. dyslexie. C'est super. Je Deuxième comprends. question, qui est en fait la troisième question Ouais. du coup, c'est It Follows est inspiré d'un cauchemar récurrent Ouais, qui c'est faisait vrai. le fils du C'est vrai. réalisateur. Tu penses que c'est vrai? Alors, Attends, c'est écoute pas le bien la fils du question. réalisateur, Écoute c'est bien le la question. réalisateur. Ah. C'est qui faisait le fils du réalisateur David Donc- Robert Mitchell. Oui. Bah, Donc tu c'est dis le faux réalisateur. ou tu dis vrai? Bah, je dis faux si c'est le fils, mais c'est le réalisateur qui faisait ce Ouais. cauchemar récurrent Ouais. quand il était petit. Eh ben, Exactement. exactement, oui. Ouais, ça, Bien je ouais. sais. Donc c'était bien faux et c'est bien le réalisateur. Deuxième point pour toi, Emma. Qui a dit, ça va être une citation, faut que tu me dises qui l'a dit. Si je peux dire une chose de mes films, c'est qu'ils sont le fruit d'un certain savoir-faire, une réflexion sur chaque angle, il n'y a rien sans raison optique. Qui a pu dire ça? Si je peux dire une chose de mes films, c'est qu'ils sont le fruit d'un certain savoir-faire, une réflexion sur chaque angle, il n'y a rien sans raison optique. T'as le droit à 2 essais. C'est un cinéaste en tout cas. Bergman, Pas Bergman. Hitchcock. Et non, c'était Douglas Sirk. Ah ouais, Eh putain, ouais. j'aurais pas dit, tu vois. À propos de son cinéma. Ah ouais. On va passer à la Sherlock Holmes. C'est une question en fait où tu as 4 propositions. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes 3 points directs. Donc c'est ça qui te permet de Ouais, de EP, parce remonter. que là, Voilà. Lequel de ces films, parmi le top 5 de tes films préférés, est le moins bien noté sur Sens Critique? La Garçonnière de Billy Wilder, Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, Persona d'Ingmar Bergman ou Mirage de la vie de Douglas Sirk. À ton avis, lequel Catherine est Bigelow moins bien noté? C'est exact, j'en perds mon français. 5e point, du coup, vu que tu gagnes 3 points d'un coup. C'est Elle a- terrible qu'elle soit le moins bien Ouais. notée quand même. Mais c'est Ça- vrai ça que c'est veut- pas un classique du coup. Enfin, c'est-à-dire oui. les gens le connaissent pas, il est pas classique comme les autres. C'est ça. Et, les autres ont tous 8 sur 10 sur Sens Critique, alors que le film de Catherine Bigelow, il a quand même 6.6 sur Sens Critique, ce qui est relativement une bonne note sur ce site. On passe à la suite. Qui c'est celle-là? Et oui, si je te dis Annie Walker, C'est dans quel film? Faut que tu nous dises dans quel film est ce personnage. T'as 2 essais. si jamais il y a un indice possible. Ouais, je veux bien un indice. C'est un film pour aller bien. Ah, c'est dans mes films pour aller bien. Oh, Annie Walker. C'est dans Madame Doubtfire. Non. Il te C'est reste dans- une chance. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans Sister Act. Et Et non. non, C'est quoi? c'était le personnage de Kristen Wiig dans, Dans Mes meilleurs amis. Elle s'appelle Ah Annie Walker. ouais, Avec j'ai ses cupcakes. complètement zappé le Ouais, nom ouais. de l'héroïne. Ah oui, non. Bon. Dans quel film est tirée cette scène? Je dis que Pénélope les a vus ensemble. Oui, genre, c'est la boum. Hier soir à la maison. Ah là, c'était donné. Ça, c'était donné, oui, ça c'est sûr. C'est C'est pour au cas où. m'aider un peu. C'est voilà, le point du miskin, ça. 6e point. Résumé raté. Alors, attention, c'est vraiment très raté comme petit résumé, mais Mais il faut retrouver le film. c'est ça. La vie est jalonnée de joie et de peine, c'est ce qu'apprennent les personnages de ce film, une bande d'amis qui vivent tous ensemble, à la vie, à la mort, au fur et à mesure des expériences de la vie. Le personnage principal tombe progressivement amoureux, arrivera-t-il à conquérir la belle pour l'épreuve finale? Il y a 4 heureux événements pour y arriver, sans se laisser À 4 abattre. mariages en enterrement. Ça va. Très très bien Ah. joué. 7e point, effectivement, 4 mariages en enterrement de McNewell. Le jeu des synonymes, en fait, on a remplacé. On a un titre de base et on a remplacé tout le titre par des synonymes. Donc tu vas nous retrouver le titre original. Si je te dis par exemple la direction d'une soirée, ça aurait pu être le sens de la fête, tu vois, des Toledano et Nakash. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, Ça, je suis très c'est mauvaise là. la fantasmagorie de l'existence. La fantasmagorie de l'existence. Et pas le droit d'aller voir sur synonyme.com. Hein. Attention. En vrai, il est dur celui-là quand même. Ah ouais, ils sont durs. C'est Marie et Ah, ça, Raph je qui ont suis écrit pas le quiz. du tout bonne là-dedans. C'était le mirage de la vie en fait. Ah bon, la fantasmagorie de l'existence. Ouais. Ah ouais. Ah, aller ça le pète, chercher. quoi. Faut aller le chercher. Ok. Merci le Québec. Et ben, si je dis La princesse bouton d'or. C'est un titre au Québec, faut Princess retrouver. Bride. Voilà, effectivement, On t'as peut plus capté. facile, oui. Ouais. 8e point, tu te rapproches du top. Pas tourné. Alors Robin Williams, il a marqué l'histoire du cinéma pour ses rôles hauts en couleur, mais parmi ses personnages, lequel n'a-t-il jamais joué? Tu vas les voir apparaître aussi à l'écran. Alors ça sera pas Robin Williams, sinon ça t'aiderait trop. Donc Popeye, Jafar, T.S. Garp, Theodore Roosevelt ou Peter Pan. Lequel il n'a jamais joué? Popeye, Jafar,
T.S. Garp, Theodore Roosevelt ou Peter Pan? Jafar? Il a Tu joué dis Jafar? Non, attends. Franchement... Ça se tente, hein. Ouais, je sais pas. Ça Ouais, se tente, Jafar... hein. Est-ce que je suis vraiment un connard et je t'ai dit ça se tente pour que tu te Non, trompes? mais ça se trouve, il a joué Jafar, vraiment. Non, mais t'as raison, il a pas joué Jafar, donc c'est c'est la bonne réponse, je t'accorde le Ok. point. 9e point. Il joue bien dans Aladdin, mais il fait pas Jafar. Il Oui, fait le génie. c'est ça, exactement. Voilà, ah c'est oui, ça. parce que d'un coup, j'ai eu un bug, je me suis dit, Mais attends, mais oui. Alors que casting 5 étoiles, je te donne le casting d'un film, faut que tu retrouves quel est le film en question. Richard Portnow, Robert Miranda, on commence toujours par des inconnus, hein, t'inquiète pas. Bill Nunn, Harvey Keitel, Mary Sister Weeks. Act. Ah, bien joué, Sister Act. Tu m'aimes pas aller jusqu'à Whoopi Goldberg. Ouais. Là, Harvey Keitel, c'est bon, j'ai là, c'est t'es très le fort. méchant au début du film. 10e point, on approche de la fin de ce quiz, ouais. C'est une musique de film qu'il va falloir retrouver avec rapidité, mais surtout dans quel film du coup on peut entendre cette musique? Ah. Je peux t'aider, hein. C'est un film dont on a parlé. Oui, ça doit être un film anglais. On en a parlé de plein, donc bon. 4 mariages interments? Non. On te laisse une dernière chance, t'as le droit à 2 essais. Ou Full Monty? Ouais, bien joué. J'hésite entre les deux. C'est 11e un film point. anglais, c'est T'avais sûr. senti le film anglais. Très bien, t'as 11 points. Là, tu te dis, bon, t'arriveras jamais au 22, mais tu peux encore sûr. monter jusqu'à 16 potentiellement. Avec la dernière question, je demanderai au bed de se baisser. Le bed musical, s'il te plaît, Yanis, en régie. Merci. En fait, la dernière question, c'est un peu le principe du burger de la mort. Je sais pas si tu vois dans le jeu d'Alain Chabat. Donc, je vais te poser 10 questions à la suite. Je vais te laisser le temps de réfléchir un peu, mais il va falloir que tu me ressortes les 10 réponses, du coup, à la suite, à la fin, Waouh, à la fin je suis très mauvaise là-dedans. à la fin des 10 questions. Donc, il y a des stratégies, répète-toi bien les réponses, ça devrait aller. Si tu as 5 bonnes réponses, tu gagnes 3 points et tu dépasserais Samir Hamad et Jean-Baptiste Durand. Si tu as 10 bonnes réponses, du coup, tu as 5 points. Attention, es-tu prête? Alors, attends, c'est les bonnes réponses, mais après, je dois les ressortir. Tu dois les ressortir dans l'ordre. Waouh. T'inquiète, les questions sont pas trop dures, du coup. D'accord. Donc, je vais prendre le temps de dire chaque question Ouais. et réfléchis bien dans ta tête. On met la lumière qui fait peur. Non, nous, on l'a pas, on n'a pas le budget. C'est parti. Romy Schneider est-elle mexicaine? Non. Attends, il faut que tu dises, faut que tu attendes à la fin. Pardon, Faut que tu excuse-moi. attendes à la fin. Faux départ. Tu attends que j'ai dit les 10 questions et tu me. Pardon. Voilà, non, ok, t'inquiète, c'est moi d'accord. qui n'ai pas été clair. J'ai pas compris, pardon. Tu dois me répéter les Ok, réponses à la suite. Ça y est d'accord, ça marche. Alors, Romy Schneider est-elle mexicaine? Quel est votre plat non mexicain préféré? Dans la boum apparaît le lycée Jean Monnet de Montpellier ou le lycée Henri IV de Paris? Qui a produit le plus de films de Catherine Bigelow? James Cameron ou Laurent Ruquier? Est-ce que Moi Daniel Blake est un biopic sur Daniel Auteuil? Avez-vous joué dans une adaptation de Pagnol? Vrai ou faux? Podane a été traduit par Pocahontas au Québec. Donnez le nombre de films réalisés par Steven Spielberg à 30 près. Avez-vous un animal de compagnie? Sinon, dites un crocodile. Est-ce que j'ai des cornes sur la tête? C'est à toi de répondre. Non, lasagne, Henri IV, James Cameron, non. Après, j'ai bugué. Mais et après... Ouais. Pour l'instant, t'en as 5. Et après, je dirais non. Ouais, ok, c'est bon. Et ensuite, je sais pas le nombre de films. Ensuite, c'est Crocodile. Non, c'était... Et non. Ouais, j'en ai tu étais manqué un. presque. Il te manquait Pocahontas. Ah où oui, c'était aussi Pocahontas. non. Ensuite, Ouais. le nombre de Spielberg. Je savais pas. Ouais, mais tu pouvais dire n'importe Oui, quoi, c'était à 12, 30 près. et voilà. après, non, les cornes. Et c'est ça, mais presque parfaite, franchement. Non, Et j'ai t'as eu bugué 5 sur le 5. Après T'as eu le 5, bonnes réponses. j'ai bugué. Et ben 5 bonnes réponses, ça te fait quand même 3 points, donc t'as 14. Donc tu bats le record Waouh, dans je vais dire l'émission ça à JB. pour l'instant. Là, tu es devenue la championne. Waouh. 14 points. Bravo à toi, Emma. Et merci à Raph Merci. et Marie qui nous ont écrit Le ce quiz. quiz à la perfection. Merci.
Allez, ça y est, ce troisième cinéphilique touche presque à sa fin. Presque, parce qu'il nous reste une ultime surprise. Mais soyez encore un peu patients. D'abord, je passe aux remerciements. Merci à toi déjà, Emma, d'être venue sur notre plateau pour participer à ce numéro. Ça a été un réel plaisir de A à Z. Et j'espère que toi aussi, ça t'a fait plaisir ce numéro. On rappelle donc que ton second long métrage, Animal, est en salle depuis la semaine dernière. Et je vous invite à aller vraiment le découvrir. Toi aussi, Oksana, tu l'as vu et t'as kiffé de fou. Moi, c'est vraiment magnifique. Un des films majeurs de cette année pour moi. Donc, on encourage vraiment tout le monde à aller le voir. Merci Oksana d'avoir participé avec moi à cette nouvelle émission. Merci pour l'invitation. C'est normal. On salue aussi la technique avec Clémentine, Yanis, Lucas, mais il y avait aussi Ambre, Maxime, Hugo, j'espère que j'ai oublié personne d'autre. On remercie également Jean-Baptiste Durand, du coup, qui s'est rendu très vite disponible pour la petite surprise en début d'émission. Si l'émission vous a plu, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver tous les épisodes de The Cinema Show. La semaine prochaine, Hugo sera de retour à l'animation avec 4 films, Vaiana 2, Conclave, Leurs enfants après eux et Wicked. Bon, j'ai promis une dernière surprise. Alors cette surprise c'est la suivante. Dans Animal, Emma, vous filmez l'univers des courses camarguaises, des séances d'entraînement aux compétitions dans les arènes en passant par les troisièmes mi-temps où on s'ambiance sur des musiques paillardes. Vous utilisez notamment le morceau La Vache de Rikun, on en a parlé au début de l'émission. Bien, Rikun, est-ce que Rikun est dans ce studio ? Est-ce que est à Radio Campus Montpellier, Rikun ? S'il est là. Et oui. Bon, Rikun est là, mais incroyable. Donc, quelle surprise. Joins-toi à moi si tu veux, Henri, viens, parce que tu as pu voir le film d'Emma aussi. Tu peux en parler, voilà. Tiens, attends. Super. Je peux laisser ma place après. Hein. Ouais. Je laisse. Et donc c'était vraiment un plaisir. J'ai été agréablement surpris. Tu sais qu'en Allemagne, des étudiants allemands m'ont dit c'est quoi la chanson qui chante dans la boîte et tout. J'ai dit c'est Rikun, vous regardez sur Spotify, donc ils ont tous pris. Je trouvais ça hyper drôle que des Allemands que des montées de des Allemands de Hambourg se disent on va écouter tous Rikun. Et plein de gens m'en ont parlé en disant mais nous c'était tellement notre adolescence, notre enfance, on est un truc de génération quand même que tu as réussi à avoir dans le morceau. En tout cas, c'est vraiment sympa d'avoir pensé à cette chanson. Alors, je dois remercier surtout mes acteurs qui, quand je cherchais une chanson, il y en a un qui a mis La Vache et je me suis dit, mais bien évidemment, parce que moi j'ai grandi dans le coin, donc c'est sûr que ça a été baigné de cette chanson et de plein de chansons que tu avais faites. Et donc, du coup, c'est vraiment eux qui ont mis le truc et je me suis dit, mais oui, révélation. Et on était très contente que tu acceptes. En tout cas, j'étais surpris quand le passage est arrivé, c'était vraiment le son comme ça. J'ai dit, ah ouais, tant que ça. Et puis ça dure quoi. Ça dure un bon morceau, ouais, ça dure un bon morceau, ouais. En tout cas, bravo à tous les acteurs et surtout en particulier un qui n'est pas acteur du tout et qui est manadier, c'est Claude Chabalier qu'on appelle le Shadok. Ouais. Mais lui, alors vraiment, il m'a surpris, agréablement. Incroyable. Ouais. C'est vraiment des figures des manades, ouais. Pour conclure l'émission, du coup, on s'est dit, on va faire un petit live de La Vache. Génial. En t'accompagnant en live. Donc, alors je laisse. Non mais t'inquiète, on va se mettre en condition live et puis on se retrouve juste après. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant avec La Vache. Oh la vache là. Je vais vous chanter la chanson de la vache camarguaise, celle qui saute les barrières et qui fait monter les enchères. 10 francs de plus à la cocarde. À la 1, à la 2, 1, 2, 5 et 8. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Au milieu du troupeau, avec son petit veau, elle fait la belle.
Quand il a tourné le dos, elle s'enfuit dans les roseaux. Et là ça, la belle, elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Quand elle a fait sa course, elle revient au pré. Elle est très fatiguée, mais ça ne l'empêche pas de garder la tête haute et toute sa fierté. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. De la part de Nebja, 10 francs de plus. De la part de Emma Benastan, 10 francs de plus. De la part de Radio Campus, 10 francs de plus. Et toute l'équipe du film porte la première ficelle à 1500 francs. Messieurs les rasoteurs, dernière minute de course. Première chaleur, quand les mâles sont ailleurs, elle saute la clôture. Elle laisse ses copines par les mâles de leur voisine. Elle part à l'aventure. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. À tout le monde. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Attention, ça va aller plus vite. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjot. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. Ouais.